Aujourd'hui dans Story Cube, un épisode spécial True Crime. On entre dans la légende, le 36 quai des Orfèvres. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le siège de la police judiciaire parisienne, le cœur du crime en France pendant plus d'un siècle. Là où ont été résolues les plus grandes affaires criminelles du pays. Une adresse mythique, un lieu qui a vu passer les pires monstres de France. Ce soir, on reçoit deux hommes qui connaissent chaque recoin, chaque dossier, chaque secret de ce temple. Charles Diaz, ancien patron du 36, chef d'état-major de la PJ, numéro 2 de la division nationale antiterroriste. Claude Cancès, directeur régional de la police judiciaire de Paris, chef de section au 36. Ensemble, ils ont ouvert les archives, les dossiers classés, les photos jamais montrées. 1889, l'affaire Gouffet, un corps dans une malle, la naissance de la police scientifique. 1890, Ravachol, des bombes qui explosent dans Paris, le premier terroriste anarchiste. 1891, la bande à Bono, les premiers braqueurs en voiture, des fusillades en pleine rue. 1892, on a assassiné le président de la République. Paul Doumet abattu en plein Paris. 1893, la libération commence ici, dans les couloirs du 36. 200 policiers morts pour libérer la ville. Des anarchistes aux tueurs en série, des hold-up aux attentats, des enlèvements aux crimes les plus sordides, tout a convergé vers cette adresse. Le 36 quai des Orfèvres. Ce soir, Charles Diaz et Claude Cancès ouvrent les portes du temple. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous à plonger dans les archives du crime. Bienvenue dans Story Cube, spécial 36 quai des Orfèvres. Tout était utilisé, la torture, tout ce qu'on peut imaginer de pire. Voilà. Et puis donc, il va découper des morceaux de son corps, les mettre dans son frigo et les manger. Certains d'entre eux n'hésitaient pas à monter des coups contre des hommes politiques. On a fait croire qu'un homme politique avait une activité pédo. C'était totalement faux, c'était un coup monté. Avant de continuer, il faut absolument que je vous parle d'un truc. Est-ce que tu as un téléphone? Bien, parce que Freecash, le sponsor de cette vidéo, va t'expliquer comment il peut te faire gagner de l'argent sans rien faire. En fait, Freecash, c'est une plateforme qui te rémunère pour des actions toutes simples. Jouer à un jeu mobile, répondre à des sondages entre deux métros, tester une nouvelle application, bref, des trucs que tu aurais certainement déjà fait, mais gratuitement. Sauf que là, ils te donnent de l'argent pour ça. En fait, c'est simple, les développeurs de jeux ont besoin que des gens testent leurs jeux avant de les sortir. Les devs d'applications ont besoin que des gens téléchargent leur application et l'essayent avant qu'ils puissent la sortir au grand public. Certaines boîtes payent pour faire des études du marché via des sondages. Et tout ce beau monde te reverse une partie du cash directement dans ta poche pour participer à ces petites études ou ces petits tests. À chaque mission complétée, t'accumules de l'argent réel. Pas des bons cadeaux ou des trucs mystérieux, non, c'est vraiment ton argent que tu peux utiliser ensuite. L'argent, tu peux ensuite le retirer par PayPal, tout simplement, en crypto ou en carte cadeau. Et niveau confiance, je vous rappelle que Freecash est noté 4,8 étoiles sur 5 sur Trustpilot. Et ils ont juste plus de 240 000 avis. C'est bon? Alors, en passant par mon lien en description, sache que déjà, tu reçois 5 € offerts. Voilà, juste si tu t'inscris. C'est vraiment les 5 € les plus gratos que tu vas recevoir de ta vie. Clique sur le lien et inscris-toi, tu reçois 5 € gratos sur l'application. Ça te coûte littéralement rien à part 2 clics et ça te rapporte quelque chose. Bref, maintenant t'as plus d'excuses, t'es même payé à traîner sur ton téléphone. Reprenons avec l'affaire. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, on accueille Claude Cancès et Charles Diaz. Alors ces deux personnalités extrêmement importantes, comme vous avez vu dans l'introduction, et on trouvait hyper intéressant de revenir un peu sur leur parcours, sur le livre qu'ils ont écrit récemment, et de revenir sur certaines affaires qui traitent notamment dans le livre. Claude et Charles, bienvenue dans StoryCube. Comment vous allez déjà? Parfaitement bien. Tout va bien pour l'instant. C'est vrai qu'avant qu'on commence, je trouvais pertinent, vous avez écrit un livre qui s'appelle donc Histoire du 36 quai des Orfèvres. Je trouvais pertinent de peut-être d'abord expliquer aux gens, c'est quoi en fait le 36 quai des Orfèvres? Pendant plus d'un siècle, le 36 quai des Orfèvres a été le siège d'abord de la Sûreté de Paris, puis de la police judiciaire de Paris. Donc en fait, c'était là que se trouvaient tous les services d'enquête les plus importants de Paris pendant plusieurs décennies. Donc ça a commencé au 19e siècle, jusqu'à leur départ en 2017 pour le 17e arrondissement, puisque maintenant le 36 quai des Orfèvres est installé au 36 rue du Bastion, à côté de la porte de Clichy, à Paris. Donc c'était un peu finalement comme le QG, là où se passaient finalement toutes les opérations de police judiciaire, etc. quoi. Ça, toutes les grandes affaires, je veux dire, les escaliers du 36, les célèbres escaliers du 36, ont été gravis par des personnes comme le docteur Petiot, comme Violette Nozière, comme Landru, qui, non pas comme tueurs, mais comme escrocs, etc. Il y a tous les personnages les plus... François Mitterrand, les a gravés ici. Après l'attentat de l'Observatoire, oui, c'est vrai. Et donc, beaucoup de gens très connus
ont franchi cet escalier avec marqué « Escalier A, direction de la police judiciaire ». Exceptionnel. Et je crois que tous les deux, vous avez été des grands acteurs aussi du 36 quai des Orfèvres. Mais finalement, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Moi, j'ai monté pendant 35 ans ces 148 marches, souvent décrites par Maigret dans ses romans. Et j'avais débuté comme jeune inspecteur en 63 à la rue Almondaine. Donc en 93, je me retrouve à la tête d'une maison où nous étions 3100, plus de 3100 flics. Exceptionnel. Et vous? Je grandis en Lorraine, je viens à Paris à 17 ans en autostop à Paris, je m'inscris à la fac de Panthéon-Sorbonne, grâce à la gentillesse d'une jeune femme qui faisait la queue devant moi et qui m'a fait une fausse attestation. Quand on est jeune, on ose des choses, voilà. Et puis donc je fais mon droit et puis je passe le concours d'inspecteur. Pourquoi ? Parce que mon but, depuis que j'ai 16 ans, depuis que j'ai lu les Maigret, depuis que j'ai lu aussi d'autres livres, notamment des polars américains, c'est d'être à la brigade criminelle de Paris. Et comme ça. Donc, je passe ce concours, je suis reçu, je fais l'école des inspecteurs, et puis je vais en commissariat et en brigade territoriale pendant 1 an et demi. Et puis j'ai la chance d'être détecté par la brigade criminelle qui me recrute en 1980. Et donc en 1980, alors que j'ai 23 ans quand j'y pense, je me dis, je me retrouve numéro 6 à la brigade criminelle. Donc on était classé par ancienneté et par importance de ce qu'on avait à faire. Et puis la première enquête sur laquelle je travaille, c'est le meurtre du régisseur de Coluche. Donc l'affaire qui a fait beaucoup de bruit parce que c'était Coluche, qui compte pas forcément, pour ceux qui savent pas forcément l'affaire. Nous sommes en novembre 1980, à Gournay-sur-Marne, en banlieue parisienne. Dans une carrière abandonnée, on découvre le corps nu d'un homme, 2 balles dans la nuque. Son nom, René Gorfin. Il a 37 ans, il était régisseur lumière de Coluche depuis plus de 7 ans. C'était un homme de confiance, un bras droit, et l'homme à tout faire de l'humoriste le plus populaire de France. Mais René Gorlin n'est pas n'importe qui, et surtout, ce n'est pas n'importe quel moment. Coluche vient de se déclarer candidat à l'élection présidentielle. Les sondages lui donnent 16% d'intention de vote. Il dérange, il gêne, et voilà que son régisseur est retrouvé assassiné. C'est une exécution pure et simple. Alors forcément, les questions fusent. S'agit-il d'un avertissement politique? Visait-on Coluche à travers son homme de confiance? Ou bien le passé trouble de René Gorlin, petit voyou devenu régisseur, l'a-t-il rattrapé? L'affaire va empoisonner la campagne présidentielle, jusqu'à alimenter les théories du complot. Alors, on découvre un corps dans des sablières à Gournay-sur-Marne, un corps nu, tué d'une balle dans la tête. Donc, la première chose qu'on fait dans ce cas-là, c'est d'essayer d'identifier la victime. D'accord ? Et grâce à ces empreintes digitales, on reconnaît un homme qui s'appelle René Gorlin, qui est connu des services de police pour la petite délinquance il y a longtemps. Et sauf que quand on se renseigne auprès de sa famille, on découvre que c'est le régisseur de Coluche, c'est-à-dire l'organisateur de la logistique de ses spectacles au théâtre du Gymnase et ailleurs. Et le problème, c'est qu'à l'époque, Coluche, il est candidat à la présidentielle, ou en tout cas, il annonce qu'il va l'être. Et donc, aussitôt, ça prend une dimension politique énorme. Et Coluche lui-même est effrayé parce qu'il se dit « et si c'est moi qui étais visé? Et si c'était un avertissement ?» Donc, l'enquête, on était empoisonné par les médias, parce qu'elle voulait tout savoir, qui on entendait, quels étaient nos suspects. Et nous, on ne disait rien. C'était le silence complet. Et ils n'aimaient pas ça. Alors, on a eu n'importe quoi. Puis ensuite, Coluche a abandonné son idée d'être candidat. Et nous, on a pu continuer notre enquête tranquillement. Et finalement, d'ailleurs, l'enquête... Finalement, ça n'avait rien à voir avec la politique. Ça n'avait rien à voir avec le banditisme. C'était un problème entre lui et sa compagne. Il y a un mauvais comportement de sa part qu'elle n'a pas supporté et dans son sommeil, elle l'a tué. Voilà. Et ensuite, elle a voulu se débarrasser du corps en le ramenant dans le petit appartement qu'il avait à Paris. Elle l'a mis dans le coffre de sa voiture et avec sa sœur, ils sont venus à Paris pour le ramener dans l'appartement.
Mais arrivé à Gournay-sur-Marne, dans un endroit qui n'avait aucun rapport avec elle, aucun, il y a des gyrophares de police, il y a un contrôle. Alors elles prennent peur, elles vont vers les sablières et là, elles se débarrassent du corps. En fait, elles ont juste eu peur finalement des gyrophares qui étaient devant. Voilà. Et donc, mais pour nous, c'était terrible parce que cet endroit n'avait aucun rapport avec, Oui, bien avec sûr. la victime. Il n'y avait rien. Et donc, on a eu vraiment beaucoup de... On avait un chef de groupe, Michel Desfarges, qui a compris qu'il y avait... Au début, elle nous disait, elle, qu'il avait pris le train et qu'il était rentré à Paris. Donc, il nous manquait une journée. Que s'était-il passé dans la journée de lundi? Puisque elle dit, il est parti le dimanche soir et il est retrouvé le mardi matin, très tôt, dans la sablière. Donc, qu'a-t-il fait le lundi? Si vous saviez, je me suis tapé les restaurants, tous ses amis, tous ses copains, pour essayer de reconstituer son emploi du temps, ce fameux lundi. Et comment vous avez fait finalement Alors, c'est une chance incroyable, c'est que le bol alimentaire, vous savez, quand vous avez une victime, on fait une autopsie. Et au moment de l'autopsie, on récupère ce qu'on appelle le bol alimentaire, c'est-à-dire ce qu'il reste dans vos intestins. Et là, le médecin légiste nous dit, la dernière chose qu'il a mangée, c'est de la crème de marron. Écoutez, d'accord. Donc, je fais partie des 2 qui ont tourné dans tous les restaurants autour de chez lui en demandant à telle date, est-ce que vous aviez de la crème de marron dans votre menu? Ça a duré comme ça pendant 1 mois et demi. Ça, c'est dingue. Ça veut dire que vous tapez comme ça à la porte et vous allez poser un peu les On questions. va voir les restaurants, les restaurateurs. C'est Là. un peu comme dans les films finalement. Vous vous menez sortez l'enquête. votre Ah ouais, c'est ça, ouais. police, vous expliquez. Ouais, c'est fou. C'est ce qu'on appelle l'enquête de voisinage. Voilà. Qui a toujours existé depuis la nuit des temps, et malgré l'apport des techniques modernes, police techniques et scientifiques, etc., l'enquête de voisinage, c'est la base même. Et donc là, dans ce cas précis, personne n'avait de crème de marron. Et puis Michel Desfarges, notre patron, il dit, on reprend tout depuis le début, on va aller voir les gens qui étaient là-bas, qui ont vidé la maison là-bas après sa mort, et puis on va leur parler, on va voir s'ils ont des choses nouvelles à nous dire. Et dans la conversation, vous savez ce qu'ils nous disent? Qu'elle a vidé le frigo qui était plein de crème de marron. Et donc Michel Desfarges, il dit, mais la crème de marron, il l'a pas mangée à Paris. Il l'a mangée chez lui là-bas. Donc en fait, il n'est jamais parti vivant de chez lui. C'est ça en fait. Il est mort là-bas et après ils l'ont transporté Voilà. en fait. Donc à partir de ce moment-là, on a interrogé sa compagne et après sa sœur, et elles ont tout avoué. Assez vite d'ailleurs. Alors vous avez des collègues qui rentrent à la police par vocation, ce qui est le cas de notre ami Charlie. Et vous avez en face de vous un gars qui est rentré par hasard et par nécessité, mais pas vers 36 que les orfèvres. Je venais de finir mon service militaire en Algérie et j'avais passé mon bac difficilement, 1 an de fac. Mon père, ancien militaire, a compris que les études, c'était pas bon pour moi, il fallait que je bosse. Et un jour, j'étais pion dans un petit collège de Beaucaire. En sortant du collège, j'avais une grande affiche à coller sur la mairie. La préfecture de police recrute des bacheliers, officiers de police. Et en gros caractère en dessous, la police, un métier d'homme. Okay. Je précise tout de suite que c'est pas cette phrase qui a été déterminante pour moi, parce que je m'honore, et j'ai un témoin là, d'avoir fait venir avec Jacques Jancel la première femme en la criminelle, ce qui n'a pas été facile, précisément en 82, où on reparlera de d'autres 82. Alors, j'étais, si vous voulez, pour moi, le flic, c'était un pêcheur de tourner en rond. J'étais plutôt père militaire, gaulliste. Et je l'ai souvent dit, je suis tombé dans la marmite du 36 quai des Orfèvres pour ne plus jamais ressortir. Vous parlez, ça je trouve que c'est hyper intéressant dans le livre, vous revenez même à une époque avant que le 36 quai des Orfèvres soit créé, si je ne dis pas bêtise. Vous revenez notamment sur la période de 1889 jusqu'en 1894, avec notamment une première affaire, François Ravachol. Qu'est-ce qui se passe? Moi je me suis noté à un individu solitaire qui pose des charges artisanales dans des immeubles parisiens. Qu'est-ce qui se passe? Ravachol, c'est son surnom, hein. C'est un anarchiste, il s'appelle Königstein, Claudius, et c'était l'époque il fallait
prouver que détruire cette société bourgeoise par l'action. C'est ça un peu L'action, son c'était motif. poser des bombes, ou tuer, ou assassiner. D'accord ? Il y a eu beaucoup d'assassinats à l'époque par des anarchistes et beaucoup d'attentats à la bombe. Ravachol, qui a fait parler de lui quand il était plus jeune, notamment en tuant une vieille... on ne savait pas que il était recherché notamment pour ça, mais il avait déjà commis des actes indélicats avant. D'accord ? Et Ravachol pose des bombes à Paris, dans plusieurs bâtiments, et il est recherché partout. Et finalement, il va manger dans un restaurant parisien, et là, pratiquement, il se vante d'être le poseur de bombes. Alors le garçon du café lui dit « Oh, allez ». Et je reviendrai après avoir fait exploser la prochaine. Et le pire, c'est qu'il revient. Et là, le garçon prévient la police et il a arrêté dans le café. Sauf qu'ils vont faire exploser le café en faisant des morts. Donc cette période des années 1890, ça a été une période terrible pour Paris, pour la France, parce qu'il y a eu beaucoup d'attentats à la bombe. C'est pour ça qu'il faut se dire que Paris a toujours été le théâtre d'attentats à toutes les époques. C'est pas d'aujourd'hui. Lui, il a été arrêté finalement, juste. Il a été arrêté, il a été guillotiné, jugé, condamné, guillotiné, et voilà. Et donc, Ravachol aussi a la particularité d'avoir été identifié, parce qu'il refusait de dire son nom quand il est arrêté. Il n'a pas de papier, il refuse de dire qui il est. Et à l'époque, un homme qui s'appelait Alphonse Bertillon a mis au point un système d'identification par les mesures du corps. On vous prenait des mesures, un peu plus d'une dizaine de mesures du corps, la longueur de l'avant-bras, la circonférence de la tête et tout. Et puis quand on les comparait, on disait « Ah mais lui, il a déjà été arrêté sous tel nom, à telle époque ». C'était un peu l'ancêtre, je sais pas moi, des photos peut-être qui se passent. C'était surtout le premier système d'identification par des mesures biométriques, d'une certaine manière. Et donc, il va être identifié comme étant Königstein, connu dans le sud, dans le centre de la France, pour des méfaits. Et c'est comme ça qu'on l'identifie. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on a affaire à un voyou, quoi. Voilà. Enfin, un voyou politique. Après, mais quand même, le meurtre et les vols qu'il commet, c'est plus pour l'argent, hein. Ouais. Il y a un problème aussi dans l'histoire de la criminalité, c'est que trop souvent on nous fait passer, je pense à Jules Bonneau et à sa bande, bon, c'est pas des anarchistes, c'est des voyous. Vous avez peut-être un philosophe dans leur groupe, mais tous les autres, c'est des voyous et des tueurs. Dans le cas de Jules Bonneau, par exemple, c'est quoi l'histoire? Ils prennent des voitures? Nous sommes le 21 décembre 1911. Une automobile file à toute allure. À son bord, des hommes armés qui viennent de commettre l'impensable. Pour la première fois dans l'histoire du crime, une voiture est utilisée pour un braquage. Bilan, un mort, des milliers de francs volés. Et la France qui découvre un nouveau visage du banditisme. Leur leader, Jules Bonneau, 35 ans, mécanicien de génie, anarchiste convaincu, criminel sans pitié. Avec ses complices, Octave, Raymond et René, il va terroriser la France pendant 6 mois. Leurs braquages sont absolument fous et terrifiants. Mais qui sont vraiment ces hommes? C'est un groupe qui se forme en banlieue parisienne, dans la banlieue rouge. Ils sont anarchistes et ils veulent de l'argent parce qu'ils sont voyous. D'accord ? Et ils ont un chauffeur qui est Jules Bonneau, un tireur d'élite, qui a été tireur d'élite à l'armée et qui conduit, mais alors divinement bien, et est capable de réparer une voiture très facilement, très rapidement. Et puis, il y a les autres. Il y a Vallée, qui est un tueur. Et puis, il y a Raymond Lascience, qui est le théoricien de la bande. C'est lui qui va donner la couleur de l'anarchisme à la bande. En réalité, les autres, c'est pratiquement que des voyous. Voilà. Et donc, ils vont commencer à commettre des vols. Alors qu'ils attaquent, ils vont forcer des coffres chez les gens, des agressions à domicile. Et le problème, c'est que, ça se passe moyennement bien, ils tuent des gens en faisant les agressions, puis surtout, ils vont tuer 2 policiers. Parce qu'il y a un policier qui veut les arrêter dans Paris, Vallée tue Vallée. Il tue un policier qui a le même nom que lui, et il le tue dans la rue.
Et après, ils vont commettre des attaques Et quand contre il fait la ça, société. il est pas retrouvé à ce moment-là quand il fait ça? Mais non, parce qu'ils arrivent à s'enfuir avec la voiture. À l'époque, les policiers n'ont pas de voiture. Ok. Non, à l'époque, les policiers sont ou à cheval ou en bicyclette. Et c'est eux qui commettent, rue Ordonnaire, dans le 18e arrondissement, le premier hold-up motorisé de l'histoire. Donc ils arrachent la sacoche d'un encaisseur de la Société Générale. Donc on est en décembre 1911. Donc c'est une sacoche avec de l'argent à l'intérieur. Ah bah voilà. Mais ils la battent. Et ils tirent sur l'autre aussi. Donc un mort, un blessé. Et ils s'enfuient avec l'argent. Et ça, c'est le début. Ensuite, il va y avoir une chasse à l'homme. Mais eux continuent d'attaquer, de voler, de piller. Donc, ils vont voler une voiture, très belle voiture, dans le sud de Paris, en tuant les deux occupants de la voiture, le chauffeur et son maître. Ils vont attaquer une banque à Chantilly, en tuant du monde, partout. Ils tuent. Donc, quand même, ils vont avoir un palmarès. Bon, parmi eux, tous ne seront pas condamnés à mort, tous ne seront pas exécutés, mais enfin... À l'époque, l'affaire de la bande d'Abonneau, mais c'était une affaire dans les médias, c'était énorme. Pour revenir à Alphonse Bertillon, ça a été l'initiateur de la police moderne. Je veux dire, il faut dire ce qui est. Et jusqu'aux années 90, on y reviendra tout à l'heure, ne s'est quasiment rien passé. Hein, en gros. Mais Alphonse Bertillon, nous avons un souvenir en commun tous les deux, c'est qu'il avait inventé pour un siège Un siège sur le tournant qui oui, vous permet d'être pris de face et de profil. tous les malfaiteurs. Tous les malfaiteurs. Alors, tous les malfaiteurs et tous les flics qui, à l'époque, après le 36 quai des Enfers, on était pris photo. D'ailleurs, il y a nos photos là. Et il y a une On photo est jeunes, d'Avenir où on est... tous les deux, quand on est rentrés. Ouais. Alors, Alphonse Bertillon, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais du coup, le livre est aussi complètement illustré. Hein. J'ai vu qu'il y a des oui. illustrations partout, dans tous les sens. Et alors, beaucoup de photos sont totalement inédites. Je reste encore un tout petit peu dans cette période, parce qu'il y a notamment l'affaire de Auguste Vaillant, que Oui. je trouvais hyper intéressante. Peut-être qu'on peut juste expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais pareil, c'est encore un attentat et on a un attentat qui est commis dans l'hémicycle, dans le Palais Bourbon. C'est-à-dire, on pose une marmite. Alors, cette marmite, à l'époque, c'est, imaginez-vous quelque chose en fonte, vous mettez dedans des ingrédients pour tout faire exploser, vous y rajoutez des clous, comme ça, en plus, vous blessez le maximum de gens possible. Sauf que, ça marche pas à tous les coups, quoi. Et là, ça ne va pas exploser. Donc, en fait, Donc, ça va exploser, mais pas tout détruire. Donc, résultat des courses, ça fait pchit, quoi. Et il n'y a personne de gravement blessé, il n'y a personne de tué. Mais vous vous rendez compte, à l'époque, on est dans une troisième république où le pouvoir, c'est la Chambre des députés. C'est pas l'exécutif, c'est la Chambre des députés. C'est là que se décide tout. Et c'est elle qu'on a cherché à attaquer. Tout commence le 9 décembre 1893, au Palais Bourbon, à Paris. Il est 16h, l'Assemblée nationale est en pleine séance, les députés débattent mollement de questions locales quand, soudain, boum, une bombe explose en plein hémicycle. Panique, cris, confusion, une soixantaine de blessés. Des clous de plus de 3 cm ont criblé les victimes. Mais miracle, aucun mort. Du haut des tribunes publiques, un homme vient de lancer cet engin artisanal chargé de clous, de zinc et de plomb. Son nom, Auguste Vaillant. 32 ans, anarchiste, miséreux, père d'une petite fille. Qui est cet homme? Et surtout, pourquoi a-t-il fait ça? Et donc, Auguste Vaillant, donc, qui est qui est le poseur de bombes, hein, il va être arrêté et guillotiné. Hein, parce que il y a aussi un phénomène qui se passe dans cette période, c'est un phénomène de action-réaction. C'est-à-dire, ils font un acte horrible, on les arrête, on les exécute, parce que la guillotine fonctionnait quand même très, très fort. Et en représailles, les autres anarchistes vont vous mettre d'autres bombes ou commettre d'autres assassinats. Donc ça n'arrêtait pas. Vous avez toutes ces années 90 où la police monte en importance dans tous les domaines, et notamment dans le domaine de la police politique. Et c'est une période
incroyable. Et au 36, qui est des Orfèvres, c'est le service de sûreté qui est en place encore, hein, à cette époque-là. C'est quoi à ce moment-là le service de sûreté? C'est la même chose que la PJ, mais c'est l'ancien nom de la PJ. Et créé par Vidocq, un bagnard, un ancien bagnard. Il faut le savoir, ça aussi. La France a cette particularité, c'est que son service d'enquête le plus connu, le plus célèbre, a été mis en place par un bagnard en rupture de ban, évadé. Voilà. Donc, ce que nous racontons dans le livre aussi, oui. J'avance un petit peu dans une période un peu plus lointaine, mais il y a un chapitre qui s'appelle, je crois, On a tué le président. L'assassinat de Paul... De Paul Doumer. Paul Doumer. Peut-être pareil pour ceux qui ne savent pas forcément. D'abord, juste comment il se passe cet assassinat? Si vous voulez, en France, il y a 2 présidents qui ont été assassinés. Sadi Carnot, qui a assassiné en 1894 à Lyon, donc par un carbonari italien. Et puis, on a à Paris Paul Doumer, qui c'est un président de la Troisième République, c'est-à-dire sans histoire. Il colore les vendeurs. Non, mais sans histoire. C'est un politicien habile. Bon, il a été élu par le Congrès président et il fait son travail. Et notamment ce jour-là, donc on est en 1932. Ce jour-là, il va non pas inaugurer les chrysanthèmes, mais il va à un salon du livre, ou un salon du livre pour des anciens combattants. Et bon, c'est par sa présence, donc, c'est pour faire venir du monde, pour vendre des livres. Et puis là, il y a on va dire un fanatique, Gorgulov, il s'appelle. Et Gorgulov, donc Marcel Guillaume, dont parlait Claude tout à l'heure, donc le commissaire Marcel Guillaume, qui est le patron de la brigade criminelle, hein, qui s'appelait à l'époque brigade spéciale, Gorgulov sort une arme et tire sur le président. Et c'est dans quel contexte, à quel endroit? C'est dans la foule? Alors, c'est juste à côté de la Madeleine, dans la rue Berrier, qui est un petit Ok, donc c'est dans une petite ruelle. Voilà, et puis c'est bon, il y avait un salon du livre à cet endroit-là, dans à cet endroit-là, et donc le président est tué, il est emmené, on croit qu'il pourrait survivre, et il ne survit pas. Et Gorgulov... Ah, il meurt pas sur le coup Non, presque jamais d'ailleurs, parce qu'on dit, bon, il est mort. Non, il a été abattu ce jour-là et il meurt dans les heures qui suivent. Voilà. Et donc Gorgulov est immédiatement arrêté. Et le premier travail de la police d'ailleurs dans ces cas-là, c'est de l'empêcher d'être lynché par la foule. Hein, vous savez, il y a plein de gens à l'époque, notamment des militaires ou des anciens militaires, ils vous attrapent le type et la police intervient pour qu'il ne soit pas lynché. Et aussi pour pouvoir l'interroger, pour savoir qui est derrière ça. Et l'idée, c'est que quand même, l'enquête doit permettre de savoir si on a affaire à une bande, si on a affaire à une organisation. Gorgulov est russe. Donc on se dit, est-ce qu'il n'est pas téléguidé par des activistes russes, des révolutionnaires russes? Donc il faut savoir. Donc Gorgulov est emmené au 36, qui est des Orfèvres, encore un, interrogé par Marcel Guillaume, et il reconnaît qu'il voulait vivre à la France et au président de la République. C'était sa façon de contester la position de la France à l'égard de la Russie tsariste. Voilà. Un grand monsieur, Marcel Guillaume. Hein? Ouais. Et Marcel Guillaume, donc le commissaire qui l'interroge, qui a laissé des mémoires sensationnelles et qui a été le principal modèle de Maigret, du commissaire Maigret. Marcel Guillaume raconte l'entrevue qu'il a eue avec... Et donc, quand Claude a été, par intérim, patron de la brigade criminelle, il s'est assis dans un fauteuil où Marcel Guillaume, qui était le fauteuil de Marcel Guillaume. Il était un type très, très élégant, très distingué, qui aimait son boulot avant tout, mais qui avait un petit faible pour les dames. Pour les dames. Et à l'issue de l'interrogatoire, la nuit à 3h, 4h du matin, bon, il est rentré chez lui, tout le monde rentrait se reposer un petit peu, quitte à revenir 3 heures après au 36. Ben, lui, il faisait un petit crochet par un petit quartier de Paris où il avait une petite copine. À la différence du second, dont on parlait aussi tout à l'heure, Massu, le commissaire, qui lui était plutôt trapu et qui lui rentrait comme Maigret.
chez maman à 3h du matin. Il dormait Ouais. là-bas. Oui, deux commissaires différents. Ouais, c'est mais deux chefs de service qui ont passé leur vie au boulot. Il y a eu des personnages, parce que vous l'avez vu dans le livre, il y a beaucoup de portraits de policiers de toutes les époques. Et vous en avez des fabuleux, quoi. Vous avez par exemple Gustave Rossignol. Il était le roi du déguisement. Le roi du déguisement, ça voulait dire que dans Paris, quand il y avait une filature à faire, il avait un petit vestiaire, il choisissait les vêtements, et puis dans la journée, vous le croisiez 3 fois, vous étiez incapable de le reconnaître. Donc c'est extraordinaire ce Gustave Rossignol qui a été blessé je ne sais combien de fois, qui était un homme plein un grand enquêteur. D'ailleurs, juste pour revenir sur l'assassinat du président, il y avait un motif derrière finalement, enfin il y avait une organisation derrière ou c'était... Non, Ah. c'était lui, c'était un loup Ah, solitaire et quand même un petit peu, on va pas dire déséquilibré, mais fanatique. Un peu comme le Raoul Villain qui va tuer Jaurès à la fin de juillet 1914. Pareil, il n'y a pas d'organisation, on n'a jamais démontré l'existence d'une organisation derrière. Mais il a quand même assassiné Jaurès. Et qui n'a pas été condamné. Et alors lui a été acquitté. Ça, c'est quoi déjà cette affaire? Qu'est-ce qui s'est passé Donc Jean Jaurès, donc dirigeant socialiste, député, il a été à un moment donné vice-président de la Chambre des députés et il était contre la guerre. C'était un homme de paix. Il pensait que l'alliance entre tous les travailleurs de tous les pays européens pouvait empêcher une guerre décidée par les puissants, décidée par les rois, les empereurs. Voilà. Eh bien, en fin juillet, après un attentat qui a lieu à Sarajevo, donc, et un ultimatum lancé par l'Autriche-Hongrie, il y a une déclaration de guerre qui démarre, et par le jeu des alliances, la France est amenée à mobiliser, la mobilisation générale bientôt. Et là, Jaurès croit qu'il peut encore sauver la paix. Et le soir du 31 juillet, alors qu'il est attablé dans un café-restaurant, le Croissant, qui existe toujours, rue du Croissant, rue Montmartre. Vous y allez, il y a une plaque qui dit ici Jean Jaurès a été tué. Et donc Raoul Villain, qui est un fanatique, qui est exalté, qui croit que Jaurès va empêcher la France de récupérer l'Alsace et la Lorraine. Là, il s'est armé d'un pistolet qu'il a acheté. Et il profite, vous savez, il fait très très chaud ce jour de juillet. Le brise-bise, qui est une fenêtre à battant, est baissé. Et donc par la fenêtre, il va tirer dans la nuque 2 balles. Une qui traverse la salle sans tuer personne. Et la deuxième qui tue Jaurès. Voilà. Et Raoul Villain va être arrêté aussitôt. On l'empêche aussi de se faire lyncher. Et lui, il est jugé en 1919. Et en 1919, la France, elle a gagné la guerre. Ce qui fait que Raoul Villain, heureusement qu'il était là, parce que sinon, on n'aurait pas gagné la guerre et on n'aurait pas récupéré l'Alsace et la Lorraine. Alors, résultat, il est acquitté. Ok, Ce qui est incroyable, parce que ça veut dire que dans cette affaire-là, on n'a toujours pas trouvé l'assassin de Jaurès. Alors, oui, c'est la ça. justice n'a pas trouvé l'assassin de Jaurès. Donc, et vous avez d'autres affaires comme ça où nous arrêtons Caillot. Madame Caillot, pareil, qui était la femme d'un ministre très célèbre à l'époque. Et là, c'est un journal de l'époque qui écrit des révélations sur son mari. Il est où, hein? et, Tu veux pas le citer? non, je veux pas de. Et donc elle vient, Henriette Caillot vient dans le bureau du responsable de ce journal et le tue. Donc elle a un manchon avec une petite arme, elle sort l'arme et elle tue. Donc là, elle est seule dans la pièce. Elle est arrêtée, interrogée par la police, elle reconnaît tout. Et puis après, on va lui dire, je n'ai pas très bien compris pourquoi tout ça. Et puis après, pendant le procès, on va quand même prouver que c'était quand même une indélicatesse de la part du journal de faire des révélations sur la vie privée du couple, et notamment de son mari, sur les relations de son mari avec une autre femme, etc. Bon, on peut comprendre. Je veux dire, on peut comprendre aussi. C'est-à-dire que quelque part, les jurés n'ont pas voulu de cette presse à scandale. Ouais. Voilà. Mais en fait, là aussi, la pauvre victime
L'assassin dans cette affaire n'a jamais été arrêté, si l'on en croit la justice. Mais parce que du coup, finalement, elle l'a tué parce qu'il l'a trompé, c'est ça, plus ou moins. Enfin, c'est parce que les... Non, c'est parce qu'elle avait eu une vie avant, que lui avait une vie... Bon, c'était une histoire, à l'époque, les gens ne gardaient... Quand vous vouliez pas qu'on sache, vous brûliez les lettres. Et là, dans cette affaire, beaucoup de lettres sont restées et elles ont été publiées. Et donc, ça a créé du scandale. C'est un scandale politico-sentimental, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ok. Mais c'était très dur. Hein. Vous savez, là, c'est pareil. On nous dit aujourd'hui que le monde d'aujourd'hui est très dur. Mais quand vous lisez, quand vous voyez les termes qui étaient utilisés à l'époque dans les journaux, les révélations qui étaient faites, mais aujourd'hui, c'est rien à côté. Donc, quand on vous dit c'était mieux avant, je peux vous dire que moi qui parcours beaucoup les archives et les journaux d'antan, non. C'était pas si... C'était différent. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas pareil. C'est ça. J'avance un petit peu dans le temps aussi, toujours dans le chapitrage, pardon, parce que je crois que c'est assez chronologique, hein, finalement. C'est chronologique. Ouais, c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, la dernière partie, on a rajouté un chapitre pour traiter des affaires de ces 5 dernières années. Ouais. Il y a notamment la notion de l'affaire d'Alexandre Stavisky. Donc c'est quoi? C'est une sorte d'escroc? Qu'est-ce qui est... Qui est cet homme? Russe, naturalisé français, qui vivait comme un prince à Paris, il vient de détourner plus de 200 millions de francs dans une arnaque monumentale au crédit municipal de Bayonne. Mais le plus scandaleux, c'est qu'il avait des appuis au sommet de l'État. Députés, ministres, magistrats, tout le monde fermait les yeux. Ses procès reportés indéfiniment. Alors, est-ce qu'il s'est ôté la vie tout seul? Ou s'agit-il d'un assassinat? Oui, c'est un escroc. Il était déjà connu comme escroc à Paris. Il avait une fiche signalétique avec sa photo, ses empreintes digitales. Et puis, il a monté une affaire de... Comment on peut appeler ça? Une affaire d'escroquerie avec à partir de crédit. En gros, vous me donnez votre argent, vous aurez des intérêts très intéressants. Et en réalité, vous faites ça avec beaucoup de monde, en décalé. Et puis vous payez ceux qui devraient toucher de l'argent avec l'argent qu'on vous donne. Un système comme ça, il faisait ça avec beaucoup de sociétés de prêt à travers la France. Un séducteur qui a... Et puis alors, il embobinait tout le monde. Et puis, il faut le dire aussi, hein, il y avait de la corruption. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ce qu'il a fait, il a fallu qu'il donne de l'argent à des hommes politiques, à des policiers, à beaucoup de gens. Pourquoi il a donné de l'argent? Parce que sinon il aurait cramé? Parce que sinon il aurait été dénoncé assez vite. C'est ça, ok, ouais. Je veux dire que quand quelqu'un venait le dénoncer, ça arrivait jusqu'à ces gens-là qui disaient mais non, ce type-là est parfaitement pas honnête. Ok, ça marche, ouais. Voilà, je caricature, mais c'est l'idée. Et à un moment donné, ça éclate. Parce que les gens, ils veulent leur argent et puis c'est plus possible. C'est avec ce système comme ça à un moment donné, ça marche plus. Et donc là, il est identifié, il va être arrêté et puis là, il s'enfuit. Il se cache dans un chalet dans les Alpes et là, la police, et c'est pas la police du Quai des Orfèvres, hein, par contre. C'est la police de la sûreté. Oui, c'est vrai, c'est la police de la Sûreté nationale. On disait Sûreté générale encore à l'époque, mais c'est la police l'autre police, la police de l'ensemble de la France, qui vient l'arrêter et puis il se suicide avant de pouvoir être capturé. Alors ça crée encore un scandale, parce qu'on dit non, c'est les policiers qui l'ont abattu, ils ont agi sur ordre et tout. Si vous saviez les thèses complotistes autour dont nous sommes les principaux acteurs, les principaux personnages, il y en a plein à toutes les époques. Il y en a même toujours aujourd'hui? Il y en a encore aujourd'hui. Ouais. C'est quoi un peu les théories? Moi, j'ai aucune idée. C'est quoi un peu les théories que les gens ils se font ou les... Parce que, si vous voulez, à part nous, quand on présente, et c'est pas l'ancien directeur de la PJ, parce que lui aussi il a connu ça encore plus près que moi du pouvoir, mais quand on mène nos enquêtes, je pense par exemple à l'enquête que tu as menée sur la mort de Grossouvre. Tout commence le 7 avril 1994 vers 20h, au palais de l'Élysée. Un gendarme entre dans le bureau de François de Grossouvre. Il le découvre mort, assis dans son fauteuil, un revolver Magnum 357 à la main, avec évidemment une balle dans la tête. Qui est cet homme? François de Grossouvre, 76 ans,
ami de longue date de François Mitterrand, l'homme de l'ombre du président en somme. Pendant 13 ans, il a été son conseiller le plus proche, dépositaire de tous ses petits secrets. Mais alors, ici aussi, est-ce qu'il s'est lui-même ôté la vie ou est-ce que quelqu'un a voulu faire passer ça pour un accident? Donc qui meurt à l'Élysée, dans le palais de l'Élysée. Et là, Claude, peut-être tu voudras nous raconter comment tu... Oui, c'est très simple. Je suis dans mon bureau, il est 20h45, avec mon plus proche collaborateur, le numéro 2, Jean Tchevizian. À l'époque, on avait un vieux meuble avec toutes les fiches de télé, les petites lampes qui s'allumaient sur le bureau, et il y en avait une qui était rouge. Lorsqu'elle s'allumait, c'était le préfet de police. Ça sonne. Et il me dit, Concesse, vous êtes encore là? Et j'ai dit, vous le voyez. Et il me dit, voilà, je viens d'avoir un coup de fil de l'Élysée, Chassigneux, je crois. De Ressouvre viennent se dans son bureau à l'Élysée. Alors, j'ai donné pour directive qu'on ne touche surtout à rien, que vous alliez arriver avec vos collaborateurs pour les constatations, etc. Je préviens le procureur de la République, qui était un excellent procureur, Bruno Cotte, qui était trop loin de Paris et qui envoie un de ses collaborateurs premier substitut. Je peux vous dire qu'entre le trajet 36 quai des Orfèvres et 55 Faubourg Saint-Honoré, on n'a pas mis beaucoup de temps à cette heure-là en plus. Et avec mon adjoint Tchevizian, on s'est eu tout de suite, nom de Dieu, il faut que tout soit carré au niveau des constatations. Bien entendu, l'identité judiciaire a été prévenue. On se retrouve tous à l'Élysée. Vous voyez quoi quand vous arrivez là-bas? Est-ce que vous voyez la scène de crime? Est-ce que vous... Avant de voir la scène de crime, on avait pour instruction de rentrer en voiture par la petite entrée à Marigny. Et on constate avec mon adjoint, Jean Tchevizian, la présence d'une ambulance. Je vais en parler dans 2 minutes, vous allez voir pourquoi. Donc là, on est, inutile de vous dire, l'état dans lequel se trouvaient toutes les personnes qui étaient là à l'Élysée. Bon, j'ai cité Chassigneux, il y avait, comment dirais-je, les responsables de la gendarmerie, il y avait le médecin de service, et bon, on pénètre dans la pièce où on découvre le cadavre de Ressouvre dans une position manifestement, il s'est tiré un coup de feu, traces de sang, etc. Les constatations sont faites. Là, un petit problème, on apprend que de Ressouvre est domicilié quai Branly. Quai Branly, c'est l'annexe de l'Élysée où logent quelques personnalités. Et je dis au substitut, bon, comme on ne trouve aucun document sur place, ça arrive souvent que les suicidés laissent des lettres, mais pas toujours. On ne trouve rien, aucun document. Il faut qu'on aille tout de suite quai Branly. Et là, il me dit, vous croyez, etc. J'ai dit, écoutez, appelez Bruno Cotte. Il a appelé Bruno Cotte, on s'est parlé, il a dit qu'il fallait y aller. Alors, on nous a reproché d'être allé très tardivement au domicile de Ressouvre. Il fallait faire les constatations et y aller. Alors, c'est vrai que le temps qui s'est écoulé entre le moment où on fait les constatations et le moment où on va au domicile de Ressouvre, c'est-à-dire, il aurait dû s'écouler 1 heure, 1 heure et demie, je ne sais pas. Et puis, et là, on a trouvé dans son... Alors là, je n'ai jamais vu de ma vie, je ne suis pas chasseur, hein, mais des armes de chasse, quelque chose époustouflant. Il était conseiller spécial pour la chasse, notamment. Ok, ouais. J'avais un de mes inspecteurs qui était là, qui s'intéressait au fusil de chasse, il n'avait jamais vu ça. Bon, on avait trouvé dans une boîte de cartouches, dans laquelle il avait extrait les cartouches pour mettre dans son revolver, non, avec lequel il s'est... Voilà. Alors, il y a une anecdote quand même qui est extraordinaire, c'est que après les constatations, bien entendu, on revient à 36, le préfet de police demande à me voir, je vais dans son bureau, et il m'a dit qu'en cesse, on est passé à côté d'une affaire d'État. Je dis pourquoi? Et il m'a dit parce que, je cherchais son nom, Charras, qui était un des conseillers de Mitterrand, l'appel le préfet de police pour lui dire, parmi les conseillers de Mitterrand, certains disent qu'il faudrait... Ils ont fait venir une ambulance pour faire transporter le corps en Val-de-Grâce, pour accréditer la thèse
il n'est pas mort à l'Élysée. Enfin, c'est une histoire de fou. Imaginez 2 secondes que ce soit fait. Alors là, c'était l'affaire des tarés. Le préfet de police a dit à Charras, bougez, surtout ne touchez à rien. Le directeur de la PG va venir avec ses collaborateurs. Ouais, c'est incendie. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, il annonce qu'ils ont voulu déplacer le corps dans une ambulance. Et ce, pour faire croire aux gens qu'il n'est pas mort à l'Élysée. Alors, puisqu'on en est là, Il a très mal vécu. vous voyez, le 36, Paris, c'est Paris. Siège du gouvernement, des assemblées, etc. Et dès qu'il y a une affaire qui sort un petit peu de l'ordinaire, le Louvre, etc. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ces brigades dites mythiques, la BRB, la criminelle, les stupes, traitent aussi des affaires, petites affaires. La BRB, Brigade de répression du banditisme, elle a un groupe qui s'occupe de chasser les pickpockets dans le métro ou sur les lieux touristiques. Vous voyez, on n'en parle jamais. Je change un petit peu de registre pour aller un petit peu plus loin aussi dans le temps dans le livre. Il y a tout un chapitre qui s'appelle « Dans les coulisses de la mondaine ». C'est quoi cette époque-là? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais vous parler de l'époque lointaine, et puis Claude vous parlera de l'époque plus récente, puisqu'il y était. Ok. D'accord? Alors, l'époque lointaine, à Paris, il y avait une brigade d'une police des mœurs. Cette police des mœurs contrôlait notamment les maisons closes et contrôlait aussi la prostitution dans les rues. Et puis, il y avait une législation qui disait que les prostituées étaient astreintes, obligées à un contrôle médical régulier. Et donc, elles devaient être inscrites, elles devaient être connues et elles devaient avoir un papier tamponné par le médecin. D'accord? S'il y avait un contrôle et que vous n'étiez ni inscrite ni contrôlée, là, vous risquiez la prison Saint-Lazare. On vous emmenait en prison. D'accord? Donc, la brigade des mœurs, ses agents étaient chargés de ce travail. Et malheureusement, c'était souvent des voyous qui profitaient de la situation, qui profitaient des filles, qui faisaient aussi dans le chantage, quand les filles leur disaient que telle personne, elle aimait beaucoup se déguiser en ceci, cela et tout, ils faisaient du chantage. Donc on a eu, pendant très longtemps, on a eu une police des mœurs qui n'était pas acceptable. Et alors, on a décidé de la rattacher au 36 quai des Orfèvres, à la police judiciaire. Quand vous dites qu'elle n'est pas acceptable, c'est-à-dire qu'ils faisaient quoi concrètement? C'était des ripoux. Des ripoux grandes, sans arrêt, quoi. Et donc, voilà. Et Un mot qu'on n'employait pas à l'époque. voilà, mot qu'on n'employait pas à l'époque. Pour vous dire, certains d'entre eux n'hésitaient pas à monter des coups contre des hommes politiques. À un moment donné, on a fait croire qu'un homme politique avait une activité pédo. C'était totalement faux, c'était un coup monté. Cette brigade des mœurs, là on parle des années 1880-1890, donc elle va cesser d'exister et ça va venir au quai des Orfèvres, sous le nom de brigade mondaine. Ok. Brigade mondaine qui va travailler encore beaucoup sur la prostitution, avant que la loi Marthe Richard, après la Seconde Guerre mondiale, fasse disparaître les maisons closes. Donc on ferme des maisons closes. Voilà. Et Claude arrive à la brigade mondaine quelques années après, en 64, 65, 63. 63. Mon premier poste, quand je suis reçu par le DRH à l'époque, il me dit « Vous habitez où ?» J'avais trouvé une chambre de bonne dans un hôtel minable du côté de Pigalle. Il me dit « Vous voulez quelque chose d'actif ou plutôt sédentaire ?» Alors moi, je suis actif. 4e brigade territoriale. Brigade territoriale, c'était la PJ locale qui couvrait 2-3 arrondissements et il y en avait 6 à l'époque. Et me voilà donc rue Haché-Martinet, coiffé Pigalle. Pendant 3 mois, j'ai fréquenté la prostitution, les tourismes. Pigalle, c'était quelque chose à cette époque. Inutile de vous dire que l'ambiance et les odeurs de Pigalle, rien à voir avec ce que je venais de connaître en Algérie. C'était totalement différent. À l'époque, le patron de la mondaine est nommé, il s'appelait André Sambi, un petit peu comme ça, droit, à la tête d'un service dans lequel il y avait encore des voyous. C'était un service assez sulfureux. Et prenant conscience de ce qu'il avait sous la main, il va rajeunir et mettre un petit peu de sang neuf des jeunes qui arrivaient de l'extérieur. Je me suis trouvé affecté à la mondaine. Et le jour où le patron me dit « Quand c'est que vous allez demander à la mondaine, non, vous êtes affecté lundi. » Et donc, là, je monte ces fameuses marches
pour la première fois, le cœur battant, parce qu'à la fois, c'était quand même un service prestigieux. J'étais fier d'être affecté là, et en même temps un peu inquiet de voir ce que le truc. J'ai eu la chance de tomber sur 2-3 collègues comme ça, qui m'ont pris sous leur aile protectrice en me disant, le môme, attention, tu ne sortiras pas avec tel collègue parce qu'il va t'entraîner tu ne fréquenteras pas dans l'endroit. Alors, c'était quoi la mondaine à l'époque? La mondaine, elle luttait à la fois contre le proxénétisme, tout le problème des mœurs. À l'époque, l'homosexualité était un délit. Il y avait un groupe qui s'occupait des homosexuels, le groupe d'épée. Il n'y avait pas beaucoup de volontaires pour aller. L'adultère était un délit. On a oublié. Et il y avait 2 flics qui s'occupaient des affaires dites recommandées, c'est-à-dire le ministre qui était cocu, il envoyait son garde-corps déposer plainte au commissariat. Le commissaire appelait le procureur. « Oh là là, ministre, tout de suite, mondaine saisie. » Et lorsque ces 2 collègues, l'un d'eux était en vacances, il faisait appel à un des plus jeunes. J'étais un des plus jeunes pour leur donner un coup de main. Je peux vous dire que là, j'étais mal à l'aise d'aller au petit matin. Bonjour madame, on vient commissaire rogatoire, où est votre amant? Alors, une anecdote extraordinaire. Et un matin d'hiver, de 64-65, on frappe à la porte. Une dame en chemise de nuit vient nous ouvrir. Monsieur, je sais pourquoi vous venez, mais je suis toute seule. Madame, on est obligé de... Alors, on va dans la chambre. Vous y allez pourquoi? C'est quoi le motif? Et le mari avait déposé plainte pour adultère. Alors, on est venu constater l'adultère, tout simplement. Comment vous faites pour constater la présence de l'amant qui n'est pas son mari, et puis c'est tout. Ok. Comment dire, on va dans la chambre. Puis de voir que le lit a été défait, qu'il y a des traces on des oreillers. On n'a pas dormi toute seule. Et on ne trouvait pas son amant. On l'a trouvé sur un balcon à l'étage, tout nu, transi de foire. Alors je ne sais pas si c'est caché. Policier. Voilà, alors, il essayait d'échapper aux policiers, il s'était caché à l'extérieur par un temps glacial. Ouais. Donc il y avait vraiment des enquêtes pour retrouver des amoureux. C'était les stupes aussi. C'était les stupes, mais les stupes, c'était 5-6 fonctionnaires. Rendez compte? Maintenant, ils sont 130, 140. D'ailleurs, Claude, juste je le dis. dis, je t'en prie. C'est pour ça que ça s'appelle la mondaine. Ok. Pourquoi ça s'appelle la mondaine? Dans le mot mondaine, il n'y a pas de prostitution. Non, c'est parce que il s'occupait aussi de la drogue et que la drogue, à l'époque, se trafiquait beaucoup et surtout dans les milieux les plus chics. Ouais. Et donc, les fonctionnaires de la mondaine étaient souvent tenus d'avoir un costume qui leur permettait de passer discrètement dans ces milieux chics. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé la mondaine. Moi, j'étais quand même dans un groupe qu'on appelait la galanterie, qui avait en charge le démantèlement des réseaux de prostitution de haut luxe. Il y avait les grandes mères Macquerel, Madame Claude, Billy, qui étaient, comment dirais-je, autorisées à exercer leur salle des activités en échange de renseignements qu'elles nous donnaient sur les personnalités qui fréquentaient ces filles. Madame Claude avait les plus belles filles du monde entier qui prenaient l'avion pour aller dans les Émirats, en Amérique du Sud ou ailleurs, qui étaient payées par des personnalités qui avaient du répondant. Voilà. Incroyable. J'avance peut-être encore un tout petit peu dans le temps, parce que quelques années plus tard, du coup, vous revenez aussi sur les heures noires de l'occupation. Je trouvais hyper intéressant de faire un mini aparté un peu là-dessus. Vous abordez notamment, je crois, Abel Danos, donc c'est un gangster qui trouve sa place dans la police parallèle de l'occupation. Comment ça se passe? Tout commence en 1941, au 93 rue Lauriston à Paris. Dans cet immeuble bourgeois s'installe le Carlingue, la Gestapo française, une bande de truands au service des nazis qui torturent, raquettent et assassinent. Parmi eux, un colosse, Abel Danos. Il est surnommé le Mammouth. Il a 37 ans, il est membre du milieu parisien, il est arrêté pour différents délits et il propose ses services à la police allemande pour échapper à la prison. Danos devient l'un des bourreaux les plus redoutés de l'occupation. Torture, exécution, traque de résistants et de juifs, la terreur en plein Paris occupé. Mais le personnage est trouble. Certains affirment qu'il a aussi aidé à faire libérer des juifs et qu'en réalité, il jouait sur les 2 tableaux. Mais alors, qui était-il vraiment? Non, c'est tout simplement, vous savez, c'est une triste cette époque où une partie de la France était rentrée dans la collaboration. Les Allemands, c'était eux la puissance, c'est eux qui décidaient. Mais ils avaient besoin pour faire certaines opérations, et notamment la spoliation des familles juives,
ils avaient besoin de disposer de, on va dire, de flics, de voyous capables de tout. D'accord ? Et donc, ils recrutaient. La collaboration, juste Oui. pour ceux que ça fasse, c'est quoi? C'est ceux qui ont accepté de collaborer avec eux, Avec les nazis, oui. Voilà. Donc, si vous voulez, on est dans une époque où Hitler a vaincu la France, un gouvernement a été mis en place, l'État français s'installe à Vichy, puisque Paris est en zone occupée. La France est divisée en zone occupée et en zone dite libre, jusqu'en 1942. Après, les Allemands vont tout envahir complètement. Hein. Mais à cette époque-là, donc, Paris est en zone occupée. Donc, il y a un préfet de police, certes, mais le gouvernement, lui, est à Vichy. D'accord ? Et donc, les Allemands, pour la spoliation, pour le vol, tout simplement, le vol, ou pour la récupération aussi de matières premières. Eh oui, l'Allemagne veut des matières premières. Donc, pour mieux les récupérer, ils ont besoin de connaître des gens qui magouillent, qui sont dans tous ces milieux un peu affairistes, etc., etc. Et ils utilisent des anciens détenus, des voyous. Et parmi eux, il y a toute la bande à Bonny et Lafont, qui sont deux personnages absolument affreux, dont un ancien policier, et qui vont constituer un groupe. On va l'appeler la Carlingue, et cette Carlingue va faire tous les coups tordus. On dit aussi la Gestapo française. Ok. Et c'est elle qui va faire des tas de coups tordus, des assassinats, tout ce qu'on peut imaginer, et surtout du vol et de la spoliation de biens, d'accord, pour des familles juives. En gros, ils sont au courant que telle famille va être raflée, hop, le lendemain, tout est vidé, les tableaux, etc., etc. Bon, c'était une pratique qu'ils faisaient avec la bénédiction des Allemands, qui, à mon avis, touchaient, en profitaient aussi. C'est ça, ils ont un pourcentage sur le pactole. Donc, le problème aussi, c'est que pendant cette période-là, un certain nombre de policiers français, chefs de police, ont été abominables. Et il y avait notamment 2 brigades spéciales aux renseignements généraux, la BS1 et la BS2, qui s'occupaient soit des résistants, soit de la chasse, de la poursuite des familles juives. Et donc, ces policiers-là ont été abominables. Tout était utilisé, la torture, tout ce qu'on peut imaginer de pire. Et donc, à la fin de la guerre, plusieurs seront exécutés, d'autres s'enfuiront, d'autres passeront en commission. On a aussi reproché, parce que l'épuration policière a été très très dure, y compris à l'égard de gens qui, finalement, n'avaient pas fait grand-chose, ou peut-être même rien. Massu s'est retrouvé... Georges Massu, le commissaire Maigret, il s'est retrouvé en prison. Alors bon, il a été innocenté, il a été blanchi, mais on lui a reproché des tas de choses. Donc voilà, cette période est très noire pour nous, très noire pour la France aussi, hein, parce que finalement, les policiers ne sont après tout que le reflet de la population. Hein. Mais on a eu des héros parmi nos collègues, Voilà. quand même. Et on a eu beaucoup de résistants. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Charlie est au courant. Quand je suis affecté à la brigade territoriale, le patron me dit « Je vais vous donner une flèche ». La flèche, c'était celui qui vous prenait en main. Personne ne travaillait avec lui. Il a un sale caractère, mais c'est un bon flic. Je me suis posé la question, pourquoi personne ne travaillait avec lui? Et j'ai appris, bien longtemps après, qu'il était suspecté par ses collègues d'avoir fait partie des sales flics, des collabos, il était passé à travers les vagues. Mais je reconnais que pour ce qui me concerne, il m'a donné que de bons conseils, c'était un bon flic. Et voilà. Alors il faut quand même savoir que la préfecture de Paris se soulève le 19 août 1944 et que les policiers, pour l'ensemble de la police, vont être décorés de la Légion d'honneur par le général de Gaulle pour leur action pour la libération de Paris. Donc et il y a de très nombreux policiers qui ont été juste parmi les nations. Donc il y avait des salopards, il y avait des types absolument abjects, et il y avait des héros. Il y avait des types très bien, dont plusieurs morts en camp de concentration ou sous la torture. Ouais. Je trouve ça pertinent qu'on revienne un peu sur les assassins des 30 Glorieuses. C'est un chapitre dont vous parlez aussi dans le livre.
Il y a notamment Joe Attia. Alors, Joe Attia était un peu particulier. Hein. C'est pas vraiment, on peut pas parler d'assassin au sens. Joe Attia a fait partie du gang des tractions avant. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, finalement? C'était un voyou. C'était un voyou, mais pendant la guerre, il a été en bisbille contre ceux dont on parlait tout à l'heure, la carlingue. Donc Joe Attia, moi, je n'en pense pas forcément du mal. Un voyou, d'accord, qui a payé en partie, mais rien à voir avec les autres. On parlait tout à l'heure d'Abel Danos, on pourrait parler par exemple de Loutrel, de Pierre Loutrel, ou de Bouche Sèche, et l'affaire Ben Barka. Donc vous voyez, il y a même une continuité chez les voyous, parce qu'on passe de Bouche Sèche, qui était présent dans le gang des tractions avant, et qu'on va retrouver 20 ans plus tard, 68. Dans l'affaire Ben Barka. Ben Barka, j'étais jeune inspecteur à la Mandenne, 68. Paris, 29 octobre 1965, devant la brasserie Lippe, boulevard Saint-Germain, Mehdi Ben Barka s'apprête à déjeuner avec des amis pour discuter d'un projet de film sur la décolonisation. Il a 45 ans, c'est le chef de l'opposition marocaine, condamné à mort par le roi Hassan II. Soudain, deux hommes l'abordent, des policiers français en civil qui lui disent « Vous avez rendez-vous avec des personnalités politiques. Suivez-nous. » Ben Barka monte dans la voiture, il ne réapparaîtra jamais. Son corps ne sera jamais retrouvé. L'enquête révèle un complot glaçant. Les services secrets marocains ont organisé l'enlèvement avec la complicité de policiers français, d'agents du SDECE et de truands parisiens. Ben Barka est torturé, puis assassiné. Son corps disparaît. Mais est-ce que tout ça est bien réel? Ou est-ce une théorie du complot? C'est deux flics de la Mandenne, Souchon et Voitot, qui ont enlevé Ben Barka, l'avocat qui était opposé au roi du Maroc. L'opposant au roi du Maroc. Alors, ils ont dit avoir reçu un coup de fil de l'Élysée, bidon. En fait, ils ont agi sur instruction d'un de leurs indiques, qui était Lopez, qui était le patron de l'agence Air France à Orly, qui travaillait avec le SDEC, et qui les a embobinés en lui disant, voilà, il faut interpeller avec leur voiture de service devant la brasserie Lippe Ben Barka, le conduire à telle adresse. Alors qu'en fait, le type en question travaillait pour le général Oufkir, le chef du renseignement marocain. Donc en fait, il voulait liquider Ben Barka et le faire discrètement après l'avoir fait enlever par des policiers français qui ont été en partie manipulés. Alors la plupart des auteurs ont été arrêtés. Oufkir a été fusillé en Algérie. Mais figurez-vous que 68, 2015, je suis dans ma campagne à Gersois, je reçois un coup de fil d'une greffière d'un juge qui m'a dit « Monsieur Cancès, vous allez être étonné, mais monsieur le juge, je voudrais vous entendre dans l'affaire Ben Barka. » Oh, vous vous rendez compte, 2015, l'affaire Ben Barka. Bon, j'ai dit, je suis désolé, mais j'espère que ce n'est pas urgent. Mais non, quand vous rentrez à l'automne, et je vais, ce brave juge, vous savez pourquoi il m'a entendu? J'ai écrit un bouquin sur lequel a travaillé aussi Charlie, sur la brigade mondaine. J'ai fait un bouquin sur la brigade mondaine, et je parle de l'affaire Ben Barka. Il y a encore une constitution de partie civile qui joue au palais de justice. L'un des fils a vu le juge en lui disant « Non, je viens de lire le livre de Cancès, si par l'affaire Ben Barka, il doit avoir des révélations à faire. » Et tu veux vous dire quelle révélation je pouvais faire. Ouais. C'est fabuleux. C'est ça, ouais. C'était extraordinaire. À l'époque, cette affaire Ben Barka a été terrible pour la police parisienne. Parce que vraiment, Charles de Gaulle, le président, était très en colère contre le préfet de police et contre les policiers du 36. On a cru que ça allait être la disparition de la PJ parisienne, quoi. C'était l'État dans l'État. Non, c'est... Soi-disant, c'était l'État dans l'État. C'est toujours l'État dans l'État. Et donc, il y a eu une réunion où le préfet de police a essayé de rassurer tout le monde, quoi. Voilà. Et Claude était là. Je parlais tout à l'heure des assassins étrangleuses, pardon, je me suis trompé, mais du coup, qu'est-ce qui se passe un peu durant cette... Ah bah, il y a eu plein de crimes, quoi. Il y en a un qui vous a marqué comme ça, en faisant vos recherches? Oui, celui qui est... donc on a eu... Bah Claude, moi je voudrais que tu parles de celui que tu as traité toi, du Val d'Oise. Pesquet. Pesquet, voilà. Pesquet. Oui, ça c'est plus récent. Bah oui, mais c'est les années, c'est ce qu'on appelle oui, ça des 30 de l'Europe. Alors Bernard Pesquet,
Le 11 août 1976, dans le Val d'Oise, les gendarmes perquisitionnent chez Bernard Pesquet un simple peintre en bâtiment de 54 ans. Dans sa cave, ils découvrent l'horreur, le squelette de sa femme et le corps en décomposition de son agent immobilier. Mais alors, que s'est-il réellement passé? C'est une affaire qui nous a marqué. Il avait travaillé pour un couple d'agents immobiliers qui habitaient Neuilly faisait des travaux d'agencement d'appartements, etc. Un jour, il annonce par lettre, il avait été contacté par l'agent immobilier en disant « je viendrai tel jour pour voir les travaux, comment on organise ça, etc. » Et c'était en mois de juillet, je crois, 1976. On est saisi par le commissariat. Premier intervenant dans toutes ces affaires, c'est la police secours. Je profite de placer mon petit couplet avec Charlie, on aimerait bien rendre hommage à ceux dont on ne parle jamais, les flicards et les fliquettes qui sont dans les cartes police secours et qui partent sur un coup de fil anonyme, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. La plupart de nos affaires démarrent comme ça. Et le Bataclan, puisqu'on parle hélas du Bataclan en ce moment, les premiers intervenants, ce n'est pas un camp police secours, c'est pareil. C'est un commissaire d'Alabac et son chauffeur qui se trouvent en place à la République, entendent sur le trafic radio fusillade au Bataclan, ils font sur place porter secours, ils savent porter secours. Ils font ce qui, protocolairement, normalement, n'ont pas dû faire. On a dû faire comme ça, on attend l'arrivée de la BRI, etc. Ils pénètrent dans les lieux à poil, hein, pas de gilet pare-balles ni rien. Ils se trouvent face à des Russes qu'ils abattent. Et le patron de la BRI, qui a fait un boulot, mais ça, vous le savez, formidable, lui a rendu hommage à ce commissaire et à son chauffeur qui ont sauvé je ne sais pas combien de vies. Je ferme la parenthèse de police secours. Dans police secours Pesquet, on trouve dans l'appartement 3 cadavres. L'agent immobilier, sa femme, un appartement sans dessus-dessous, des cambriolages, on en a vu, mais là, c'était quelque chose... L'horreur, lui était dans la ruelle du lit, tué par 2 balles, elle sur le lit, la femme de ménage dans les chiottes. Enfin, c'était quelque chose de fabuleux. Et au cours des constatations, on trouve cette fameuse lettre dont je vous parlais, dans laquelle Bernard Pesquet annonçait sa venue. C'est trop beau, c'est pas possible qu'on trouve que ce soit l'auteur, mais quand même, on va aller rapidement. Donc c'est quoi cette lettre Pardon ? Cette lettre, c'est quoi du coup ? Dans cette lettre, il annonçait sa venue le jour même en disant « Suite à notre entretien téléphonique, je viendrai pour faire un inventaire des travaux que j'ai à effectuer chez vous, etc. » Donc il annonçait sa venue le jour du crime. Donc ça nous paraît trop beau. En pleine nuit, on rentre au 36 quai des Orfèvres. Vous savez qu'à partir de 21h, on ne peut pas aller chercher les gens, sauf... exception, trafic de drogue, etc. Et on fait des recherches dans nos archives et on apprend qu'il a un dossier criminel, mais à l'époque, c'était le Moyen-Âge, son dossier criminel était au Chesnay, on ne pouvait le consulter que le lendemain matin, à 9h du matin. Ben, patron Pierrot Taoli, il dit quand même, on est là, on fait un petit point, on va aller chercher demain matin, c'est Bernard Pesquet qui a habilité à trembler les villages pour voir ce témoin qui paraît important. La théorie, c'est que vous pensez que c'est lui, quoi, à ce moment-là. Pas fort, non, parce que le dossier criminel, ça ne veut rien dire. Mais déjà, ça nous appâte. Parce que le dossier, vous pouvez être témoin dans une affaire criminelle et votre nom est dans le dossier à enchaîner. Mais l'inspecteur qui va consulter au Chesnay dès 9h du matin nous appelle et nous dit « Le Bernard Pesquet, il a été condamné à mort en 1941 pour assassinat. Il a bénéficié au bout de 20 ans, en 61. Ah, il avait un passé terrible. Alors, inutile est de vous dire que les collègues qui avaient été le chercher, on les appelle par radio, parce qu'on n'a pas de téléphone portable. Arrêtez-vous au commissariat le plus proche, et on leur dit, vous ne voulez pas passer les canettes ? Passez-lui les canettes tout de suite. Et mes notes aussi. Et alors là, j'ai un souvenir, c'est pour ça que Charlie veut que je raconte cette histoire, c'est que j'étais dans le bureau qui jouxte celui du patron avec quelques inspecteurs. Des collègues arrivent avec Bernard Pesquet et le font pénétrer dans le bureau. À ce moment-là, Pierrot Taoli, le patron, allait partir, c'était l'heure de déjeuner, pour déjeuner, et il nous voit. On se regarde, et en regardant le regard de Pesquet, on a eu la même réaction, on se l'est dit après.
les regards du tueur. Alors figurez-vous que dans sa fouille, alors tout de suite à poil, bien entendu, la fouille, on trouve parmi ces objets une carte de crédit des époux Berrou. Alors là, c'était... Alors après, je vais à l'essentiel. Les collègues vont faire une perquise dans son... Il y avait un immense pavillon avec comment dirais-je, une propriété, des caisses de voitures, des bric-à-brac. Les collègues reviennent et me disent on a fait la perquise. On est resté 4 heures, mais il faut y retourner. Il faut y retourner à toute la brigade quasiment, les pelles pioches. Et là, on y revient quelques jours après, alors on découvre. Ça a été comme un crescendo. On découvre d'abord les clés de l'appartement des époux Berrou. De qui, pardon? Des époux, les victimes. Des époux Berrou, c'était les victimes, pardon. Dans la foulée, on trouve des bijoux qui avaient été dérobés. C'est les policiers qui avaient amené, ça c'était Pesquet disait, c'est vous qui avez amené ces objets. Et puis on trouve l'arme du crime, qui s'avérait l'arme du crime. C'était quoi l'arme? C'était un revolver, un pistolet, je crois que c'était un 16-67. Et l'après-midi, alors dans toutes ces affaires, il y a la crime, ça n'avait pas dû changer. Vous avez, au cours des opérations, des perquisitions, vous aviez un collègue qui est en charge non seulement la garde des détenus, éventuellement avec un gardien de la paix, mais surtout observer ses réactions en fonction du déplacement de ceux qu'on va trouver. L'après-midi, on se rend compte que dans le salon où il se trouve, il y a une porte qui donne sur une cave. Et lorsque les inspecteurs se dirigent vers la cave, on va y parler. Et là, on a trouvé 2 cadavres. Le cadavre de sa femme et d'un autre agent immobilier. Donc c'est 2 cadavres en plus de ceux que vous avez déjà... Alors, c'est pas fini, vous allez voir. Et il avoue tout de suite, alors qu'il a toujours chiqué jusqu'à ces 2 passages en cour d'assises, parce qu'il a fait 2 passages en cour d'assises, il a toujours chiqué les 3 meurtres, mais là, il reconnaît, il dit « Oui, c'est moi qui ai tué ma femme parce qu'elle me trompait avec l'agent qui me faisait cocu », ce qui était bidon. Ça, c'est quelque chose... Et figurez-vous qu'en cours de la perquisition, on trouve à un moment donné, dans une boîte à chaussures, une boîte pleine de passeports et de cartes d'identité. On commence à se dire, en fait, ça, il y a plus ce qui s'est effondré parce que il avait fait parmi les cambriolages qu'il avait fait, il avait cambriolé le numérique, il était porté avec ses passeports. C'est quelqu'un qui, comme Claude l'a dit, il a ressenti une absence d'empathie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'une froideur et qui vous regarde comme si vous n'étiez rien, qui n'aurait aucun problème pour vous tuer comme ça, pour liquider le problème que vous représentez. Et la question qu'on s'est posée, c'est qu'a-t-il fait entre 61 et son arrestation en 76? Ouais, c'est ça, parce qu'il y a eu 20 ans, non? C'est ça ou bien? Ah oui, parce que c'est des gens, à mon sens, qui sont incapables de s'empêcher de continuer, quoi. Et c'est possible qu'il ait fait des choses qu'on n'ait pas retrouvées, en fait? Oui, c'est possible. Vous savez, on n'avait pas un taux d'élucidation. Il y a que le lieutenant Colombo qui fait du 100% en moins d'1h30. Hein. Nous, c'était à l'époque, il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas la visio qu'on faisait les images de vidéosurveillance, il n'y avait pas la géolocalisation des portables et tout. Donc il y avait beaucoup d'affaires qui n'étaient pas résolues. Hein. La brigade criminelle qui prenait les affaires les plus difficiles, elle faisait en moyenne autour de 54% d'élucidation, alors qu'elle prenait les affaires les plus difficiles. Alors vous imaginez dans d'autres services, voilà. Donc vous pouviez passer au travers. Je trouvais pertinent aussi qu'on revienne sur 2 enlèvements, dont vous abordez aussi dans le livre. Tout d'abord, l'enlèvement de Bernard Mallet, je crois que c'est en 1977. Qu'est-ce qui se passe Le 9 août 1977, dans le bois de Boulogne à Paris, Bernard Mallet, banquier, promène son chien. Soudain, il est aspergé de gaz lacrymogène et il est enlevé par une équipe de malfaiteurs. Direction un pavillon au Plessis-Robinson, dans la banlieue parisienne. Là-bas,
Il y sera enchaîné dans une cave. 300 policiers sont mobilisés pour le retrouver. Et cette affaire cache un dénouement absolument incroyable. Alors là, c'est une question très intéressante parce que c'est sans aucun doute la plus belle affaire, une des plus belles affaires réussies par la Brigade de recherche et d'intervention, le flagrant délit. Cette affaire, elle a été pendant des années évoquée dans je ne sais combien d'écoles de police européennes. En 2 mots, la BRI a été créée en 1964 par François Lemoine, qui est un type formidable, qui était patron d'une brigade territoriale. À cette époque-là, il s'est rendu compte que ses collaborateurs passaient plus de temps à taper sur leur Olympia des procès-verbaux que sur le terrain. Parce qu'il n'a pas beaucoup changé. Ça change, enfin, les ordinateurs. Il a eu cette idée à la fois géniale et très simple. Il faudrait créer un service qui poursuive les malfaiteurs, et notamment le grand banditisme, pour les prendre en flagrant délit. Partir, en plus, non pas du crime pour aller vers le criminel, mais partir des criminels potentiels, c'est-à-dire les filocher, et arriver à l'arrestation, flagrant délit, autour, pas de problème. Deuxième idée, plus de procédure, ce service à la BRI. Un petit rapport de mise à disposition, une fois l'affaire faite, et les services BRB, brigade territoriale, s'occupent de l'exécution des commissions. D'abord, des interrogatoires des gardes à vue, des gens arrêtés, et puis de l'exécution des commissions rogatoires, papier. Et donc, la BRI travaille à partir des indicateurs, parce qu'on pourra parler des informateurs aussi. On leur signale une équipe de voyous qui préparerait un gros coup, on ne sait pas quoi. Mise en place des dispositifs classiques, identification de l'équipe, loger les domiciles, surveillance des domiciles, les écoutes téléphoniques, etc. Et au bout d'un certain temps, ils se rendent compte que si c'est peut-être pas un braquage, mais c'est peut-être un enlèvement. Et un jour au bois de Boulogne, les gens de la BRI voient le banquier malais, qui ne le connaissait pas, en train de promener son chien. Les malfaiteurs les sautent dessus, dans le coffre de la voiture. La BRI suit, discrètement bien entendu, Incroyable. et la voiture des malfaiteurs. En direct. Ils assistent en direct à un événement. Ils arrivent sur les lieux de séquestration, ici les Moulineaux, je ne sais pas où. Ils voient rentrer la voiture dans un pavillon. Là, ils se mettent à l'extérieur et ils attendent que les voyous sortent petit à petit, bien loin de cette adresse. Ils serrent les voyous. Ils attendent que... Ils sont persuadés qu'il y a plus grand malfaiteur à l'intérieur, si ce n'est ceux qui gardent le banquier malais. Ils interviennent et trouvent le banquier malais. Vous avez la photo magnifique. Quelques heures après. Quelques heures après. Inutile de vous dire la réaction du banquier malais, c'est quelque chose. Et donc ça veut dire qu'en fait, ils ont attendu que les malfaiteurs sortent petit à petit de l'emplacement pour les arrêter un par un à l'extérieur. C'est un flagrant délit fabuleux. Et puis pour éviter de donner l'alerte et qu'ils tuent l'otage. Il y avait ça aussi, le risque de le voir tuer, quoi. Donc ils ont dû discrètement les arrêter un par un. C'est ça, exactement. Une anecdote, si vous voulez. Quelques semaines auparavant, on revenait déjeuner dans un petit restaurant du quartier. Avec Broussard, on était quelques collègues. Et sur le palier du 2e étage de la direction, il y a un sous-directeur, Poivlan, qui interpelle Broussard en lui disant « Monsieur Broussard, ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'affaires de la BRI. Qu'est-ce que vous faites Certains avaient tendance d'appeler cette brigade la brigade de luxe. Tu te souviens? Et Broussard disant au directeur, monsieur le directeur, si on réussit cette affaire, je peux vous assurer qu'elle justifiera l'existence de la BRI pour 2-3 ans. On ne ferait qu'une affaire pendant 3 ans. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais il faut placer cette affaire dans le contexte des enlèvements des années 75-80. Où on a eu Todorov, Hazan dont on a fait un bouquin, Charlie. Voilà, juste peut-être un mot, mais l'Italie avait exporté un mode de comportement criminel qui était l'enlèvement avec demande de rançon. Ça a commencé là-bas et c'est arrivé en France. Autrement dit, les voyous français, les gangsters français, s'étaient dit « Oh bah, c'est une bonne méthode, ça, pour gagner beaucoup d'argent ». Donc, ils sélectionnaient des victimes qui avaient de l'argent, dont la famille avait de l'argent, ils les enlevaient et ils réclamaient l'argent. Et là,
Je vais laisser Claude en parler parce que Pierre Ottavioli, un commissaire qui était patron de la brigade criminelle, a changé la donne. Alors, pour en terminer sur l'Italie, les rançons étaient souvent payées par la famille à l'insu de la police, et une fois sur deux, on retrouvait un cadavre. Pierre Ottavioli, dès la première affaire Azan, a évoqué auprès de sa hiérarchie administrative, donc le ministre de l'Intérieur et judiciaire, le procureur, ce qui se passait en Italie. Et il a dit, si, comme disait Charlie, ils sont en train d'exporter leur méthode envoyée français, si on cède, on arrivera à cette situation que vivent les Italiens. Et alors, il a eu le feu vert, mais je peux vous dire que il n'avait pas un papier écrit. L'idée, c'était d'interdire la remise de la rançon à l'insu de la police. Autrement dit, il fallait qu'à chaque fois, les familles acceptent de coopérer avec nous. C'était nous qui faisions la livraison de la rançon. On capturait une partie des ravisseurs qui nous conduisait ensuite vers l'otage et les autres ravisseurs. Et cette méthode-là, elle a Et la dernière affaire... une grande réussite. Vous n'aviez pas le droit, en fait, de donner la rançon directement, quoi. Enfin, Et la dernière affaire ça a été la plus connue, l'affaire Rampin, le baron Rampin. Ici, on est à Paris, le 23 janvier 1978, avenue Foch. Il est environ 8h30 du matin. Le baron Édouard Jean Ampin sort de chez lui. C'est le PDG du groupe Ampin Schneider. 41 ans et c'est l'un des hommes les plus riches d'Europe. Plus de 150 000 employés, 300 sociétés et des milliards de francs. Soudain, une camionnette bloque sa voiture. Des hommes l'aspergent de gaz, le jettent à l'intérieur. Son chauffeur est ligoté, relâché quelques minutes plus tard. Le baron, lui, par contre, disparaît. Piste politique, terrorisme, la France vient de vivre l'enlèvement de Schleyer en Allemagne par la fraction Armée Rouge. Mais 2 jours plus tard, une lettre arrive. Rançon, 80 millions de francs. Et pour prouver qu'il ne plaisante pas, les ravisseurs envoient un colis à sa femme, l'auriculaire du baron. 63 jours de séquestration, dans une cave de Savigny-sur-Orge, enchaîné, torturé, affamé. L'enquête piétine. Pire, elle révèle la face cachée du baron. Dette de jeu colossale, maîtresse. Alors, aurait-il organisé son propre enlèvement? Mais alors, comment s'en est-il sorti? Là, ce qui était quand même extraordinaire, c'est qu'avec le premier message qu'on reçoit des ravisseurs, qui est adressé aux gens du groupe, aux collaborateurs du baron Rampin, allez dans une telle consigne Gare de Lyon, vous trouverez un message du baron Rampin. Il y avait le message du baron Rampin dans lequel il disait surtout ne prévenez pas la police, livrez la rançon, je suis dans une situation. Et avec ce message, dans un petit flacon, il y avait l'auriculaire au gauche du baron Rampin. Je peux vous assurer que quand les collègues arrivent dans la Gare de Lyon avec ce petit flacon, avant qu'on le fasse expertiser, on a compris que ce n'était pas bidon. Mais on se dit, nom de Dieu, avec le premier message, qu'est-ce qu'on va recevoir après, quoi? Autant, à l'issue de tractation, au bout de quelques temps, on aurait reçu. Mais là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Scène que je n'oublierai jamais. Dans le bureau d'Ottavioli, on était quelques-uns, il y avait Broussard et quelques-uns de la CRI. Il tient le flacon entre le pouce et l'index. On était tous suspendus à ses paroles. Charlie me démentira pas, c'était un taiseux, le patron. Il ne parlait pas pour rien dire. Et il nous regarde et dit « On ne cédera pas ». Et on a passé des interventions au moment de la remise de la rançon sur l'autoroute du Sud, un malfaiteur tué, 2 fusillés à l'énorme, 2 inspecteurs de la BRI légèrement blessés, heureusement. Et depuis cette époque-là... Donc on capture un des plus importants malfaiteurs, on l'interroge au Quai des Orfèvres, et là, Pierre Ottavioli, le patron, il dit, bah écoute, c'est simple, hein. Eux, ils vont peut-être tuer le baron, mais c'est toi qui auras la tête coupée. Hein, c'est l'appellement officiel à l'époque. En revanche, s'ils le lâchent vivant, toi d'abord ta peine, elle sera bien moindre, et puis eux, ils ont peut-être une chance. Et il a balancé. Et Alain Caillol... Il a appelé ses complices pour leur dire « lâchez-le ». C'est la guerre, lâchez-le, c'est la guerre. Et pourquoi il était inquiet, Alain Caillol? Parce que Bertoncini, celui qui gardait le baron Rampin, était une petite tête pas très... Et un de ses collègues malfaiteurs ayant été tué, ce que craignait Alain Caillol, c'est qu'il tue le baron Rampin. Et là, je vais vous dire une chose. Alain Caillol sort au bout de 20 ans.
il passe chez Pradel, je crois, qui était européen à ce moment-là. Donc Alain, juste pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est qui du coup Alain, pour ceux qui n'ont pas suivi? Alain Caillot, c'était le chef de bande. Il avait Organisateur qui était originaire de Montpellier, comme vous allez voir la suite. Il va chez Pradel, et Pradel lui dit « J'aimerais entendre au téléphone commissaire Cancès ». Il dit « D'accord, mais j'aimerais le voir avant ». Pradel m'appelle, il me dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Je dis « Pas de problème, ça m'intéresse de voir un voyou ». On prend un pot au Lutetia, pas pourquoi Lutetia, enfin Lutetia. Et là, ce soir-là, il voulait que j'évite d'évoquer le nom d'un de ses comparses qui n'était pas trop apparu en procédure. J'avais aucune raison de le citer. Mais j'en ai profité, les yeux dans les yeux, pour lui dire, il était de Montpellier, j'étais de Montpellier. Il a fait des études. Licence, famille bourgeoise. Je ne sais pas si vous avez connu, vous êtes trop jeune, les bibliothèques rue Froidevaux, pas loin de Montparnasse. Je lui dis, comment toi et ton frère, avec les parents que vous avez eus, vous avez fait des études, vous êtes fichés au grand banditisme. Et il me dit, par manque d'affection. Alors je lui dis, tu te fous de ma gueule? Il me dit, non, pas du tout. Nos parents nous prenions tous comme vous voulez, ils ne s'occupaient pas de nous. Et un jour, on est tombé sur une équipe de jeunes qui piquaient des voitures. Ça a commencé comme ça, et l'enchaînement. Les racines du mal, notre société, l'éducation, et l'éducation parentale. On est en plein dedans. Vous savez, les jeunes qui font les cons dans le terrorisme, le droit commun dans les banlieues, ils arrivent à 18 ans, ils n'ont connu que la banlieue, que le trafic de drogue, qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Et puis voilà, et dans la crypto-monnaie, la BRI et la BRB, ils ont bien travaillé les affaires de crypto-monnaie. Vous avez suivi ça. Ils se sont inspirés un petit peu des éléments marrants, petits, etc. Mais ils ont bien réagi, ils ont fait des interpellations en flagrant délit aussi. Et je peux vous dire que ça m'étonnerait qu'on entende encore parler de la question. Voilà la fabuleuse mission du 36 qui fait que c'est fabuleux. On parlait tout à l'heure de François Lemuel, le créateur de la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, et Pierre Ottavioli, c'est l'inventeur de cette procédure en matière d'affaires d'enlèvement qui a, à mon avis, et à notre avis à tous les deux, qui a empêché l'extension du FES. Oui. Voilà. Vous savez, c'est pas facile parce que j'ai travaillé beaucoup sur le rapt du petit Peugeot dans les années 60 et la famille a voulu payer à l'insu de la police. Et imaginons que le petit n'ait pas été rendu vivant. Vous vous rendez compte la catastrophe? Et donc, avec le système d'Ottavioli, c'était dur parce que ça faisait peser sur la police le risque de l'échec. C'est ça, ouais. C'est déjà arrivé d'ailleurs qu'il y a eu du coup cet échec-là ou... Non, on n'a pas eu d'affaire où la victime ait été tuée et la rançon remise, ou avant que la rançon soit... Il y a eu une affaire Il y a eu une affaire terrible, l'affaire de Troyes, l'affaire de Patrick Henry. Il y a eu une affaire en province, le fils du notaire Chêne, la famille a versé la rançon. Non seulement la rançon a été versée, mais on n'a jamais trouvé le cadavre. Et je suis chef de la BRI. En 1984, on prend une affaire d'enlèvement sur Suresnes. Le directeur général de petite entreprise de peinture. Les gendarmes sont saisis dans un premier temps. Je ne sais pas pourquoi le procureur c'est la gendarmerie. Mais à un moment donné, les ravisseurs se revendiquent d'action directe. Alors action directe, alors le 36, la criminelle, etc. Quand j'arrive sur place avec le patron de la criminelle, on va voir le père d'un enlevé, qui était le patriarche, qui était à la retraite, et qui nous explique que les gendarmes qui avaient démarré l'enquête lui avaient dit il faut payer la rançon et on interviendrait après coup. Par charité chrétienne, je ne vous dirai pas qui était le responsable de la gendarmerie. Je dis tout de suite au patriarche, je lui dis, vous savez, il faut nous faire confiance parce que nos services à la crime, la BRI, depuis des années, on a connu les affaires d'enlèvement, toutes se sont bien terminées, ont été bien solutionnées, les victimes ont été retrouvées, les rançons n'ont pas été versées ou retrouvées rapidement. Il n'y a qu'une affaire qui a foiré en province. Et il me dit oui, l'affaire Shell, il était au courant. Tape là. Le courant est passé et il nous a fait confiance.
Et on a intervenu au moment de la remise à rançon pour arrêter les voyous qui avaient dans le coffre de la voiture pelle et pioche pour aller enterrer le gars qui était enlevé. Pourquoi? Parce que parmi l'équipe de voyous, il y avait un ancien employé de la boîte donc, qui avait agi à visage découvert. Ils allaient le tuer. Donc ils étaient obligés en fait de... On lui a sauvé. Je peux vous dire que là, on avance. Aujourd'hui, finalement, ils l'ont rendu en vie d'ailleurs. Pardon? Ils l'ont rendu vivant du coup, celui qui est enlevé ou... Oui, on l'a retrouvé tout de suite. Oui, on a arrêté le voyou. On se dit, il est à tel endroit. Voilà, et de nos jours, ces affaires d'enlèvement sont de plus en plus compliquées pour les voyous, parce que il faut forcément, à un moment donné, qu'ils prennent contact avec la famille de la victime, de la personne kidnappée. Et ce contact, dans le temps, pouvait être fait à l'insu de la police. Mais aujourd'hui, avec les écoutes à distance, avec la géolocalisation des portables, avec tous les moyens dont on dispose, et notamment la vidéosurveillance, il n'y a quasiment aucune chance pour qui que ce soit de passer au travers des filets de la police. Je change complètement de registre, mais je voulais absolument parler du cannibale de Paris. C'est un truc que vous parlez aussi, je crois, dans... Oui, ça a beaucoup marqué l'opinion publique française, beaucoup, parce que c'est une affaire, c'est triste. Plus que horrible, elle est triste. Issei Sagawa, le cannibale de Paris. Une étudiante néerlandaise, 24 ans, se rend chez son ami pour l'aider à enregistrer des poèmes allemands. Lui, c'est un étudiant japonais. Il a 32 ans, il fait 1m52, 35 kg. Il est discret, poli, inoffensif. Mais pendant qu'elle lit un poème, il lui tire une balle de carabine dans la nuque. Il profite d'elle. Puis, il découpe son corps et en mange plus de 7 kilos, à la fois cru et à la fois cuit. Et ce, pendant plus de 3 jours. Le 13 juin, des promeneurs trouvent 2 valises dans le bois de Boulogne. Du sang en coule. À l'intérieur, le corps découpé de la jeune femme. Il est arrêté, mais ce qu'il va révéler aux enquêteurs est absolument fou. Triste parce que voilà un jeune homme, étudiant, japonais, vivant à Paris, qui est, entre guillemets, pris d'amour pour une jolie... qui est très intelligent. Qui est très intelligent. Très cultivé. Mais qui est moche comme un... Qui est moche, qui est petit et laid. Hein, d'accord, mais qui est intelligent. Et qui est pris d'amour pour une fille magnifique. Magnifique, une néerlandaise magnifique. Qui, elle, est séduite par la personnalité. Oui, et son intelligence. Voilà. Elle est séduite par lui aussi. Par l'intelligence, mais pas par le physique. Elle veut pas d'autre chose que son amitié. Ah ok, elle n'est pas vraiment... Okay. Et il l'invite un jour à venir chez lui. Et là, alors qu'il est en train d'enregistrer, ils sont en train de parler en étranger, de faire des révisions, ils sont tous les deux étudiants, il enregistre, et tout d'un coup on entend, il la tue. Et ensuite, il va découper des parties de son corps. Il a vu avant. Il l'a tué avec quoi? Avec une arme à feu. Une arme à feu, ok. Ouais, on entend le bruit la chute du corps. C'est enregistré. Hein. Voilà. Et puis donc, il va découper des morceaux de son corps, les mettre dans son frigo et les manger. Et alors, on l'arrête parce qu'il commet une erreur. C'est pas un voyou, quoi. C'est on va dire un pauvre type, parce que commettre quelque chose d'aussi effroyable, il prend le corps, il descend de chez lui, il prend un caddie, il met le corps dans le caddie, puis il va aller se balader. Il prend un taxi avec le caddie, il se balade et il va jeter le corps dans le bois de Boulogne. Avant, ils sont arrêtés par un gardien de la paix parce que le caddie dépassait. Le chauffeur de taxi avait été obligé de mettre les cordes. Alors, il y a la réglementation. Tiens, le gardien de la paix dit au taxi, au client, vous allez où? Je vais faire... Vous avez pris où ce caddie? Je vais vous aller à tel endroit. Vous allez ramener le caddie à sa place, et pour cette fois, voilà. Le taxi le ramène, et il revient chez lui. Le lendemain, rebolote, mais là, il va au bois de Boulogne pour jeter la valise avec les restes du corps, parce qu'une partie du corps était dans le frigo, puisqu'il avait commencé à bouffer avec des petits pois, des bouts de chair. Et là, il y a des passants, ils sont intrigués, qui le voient, ce type-là, ça les intrigue. Ces passants-là ont été retrouvés rapidement. Mais, dans l'immeuble du japonais,
rue Erlanger, c'est ça, rue Erlanger. Il y avait un aveugle qui vivait avec son épouse et qui, en pleine nuit, est réveillé par quelque chose il avait une oreille fine. Il dit à sa femme quelque chose qui se passe. Et sa femme a vu le Japonais sortir en pleine nuit avec une valise. Alors, la crime fait des diffusions pour demander si un taxi n'a pas pris en charge à cette adresse quelqu'un pour la conduire au bois de Boulogne. Le taxi a été retrouvé et c'est là qu'on est arrivé. Alors, cette affaire va avoir plein de suites terribles. D'abord, lui, donc, on va considérer qu'il est fou. Donc, il va être placé en hôpital psychiatrique et pas passer devant une cour d'assises. D'accord ? Et ensuite, son père, riche japonais, personnalité au Japon, va parvenir à faire transférer son fils dans un hôpital psychiatrique au Japon. Oui, rien l'interdit. À partir du moment où la justice française considère que l'affaire a été classée comme dans ces conditions-là, pas de problème. Ça a quand même été prouvé que c'était lui qui avait assassiné. Ah oui, mais il a tout avoué. Ah oui, Moi, je l'ai vu. C'était le groupe qui était juste en face de ma porte qui traitait l'affaire. Et il était assis là sur le banc avec ses menottes et puis il souriait, mais avec un sourire il avait expliqué la sardonique, étrange. L'arrestation et tout. Ah, il a tout raconté. Puis on a retrouvé la bande. On entend le crime en direct. Et il a été reconnu par le chauffeur de taxi, il a été reconnu par tout le monde. Non, il n'y a aucun problème. Il passe pour fou. Son père obtient qu'il soit transféré au Japon, là-bas dans un hôpital psychiatrique pendant quelques mois. Quelques mois à peine. Et puis, remis en liberté. Et puis, il devient célèbre là-bas. Il écrit des poésies. Des émissions de télévision. Des émissions de télévision où il raconte ce qu'il a fait comme si c'était quelque chose de surréaliste, mais presque poétique, l'amour. Il connaît une célébrité pendant plusieurs années, mais incroyable. Et il y a encore un autre détail dans cette affaire, c'est que la presse, elle est complètement emballée par cette affaire. Et malheureusement, quelqu'un qui travaille au service d'identité judiciaire vend les clichés photographiques où on voit les morceaux découpés dans le frigo. Et c'est publié par une revue de l'époque. Et ça fait un scandale. Voilà. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire. Mettez-vous à la place des parents, la gamine. Alors, pour en terminer quand même, c'est que, passé cette période de célébrité, il a été, entre-temps, vu par un journaliste français auquel il a dit qu'il avait encore des pulsions et il avait encore envie de se payer une jolie blanche. Une jolie blanche, vous vous rendez compte ? Au fil des ans, il a fini quand même comme un clochard et il est mort il y a quelques temps, oui. Il y a 3-4 ans. J'ai encore deux petites dernières affaires que je trouve hyper pertinentes, si vous êtes d'accord. Bien sûr, c'est notamment ce que vous avez appelé le tueur de vieilles dames. Thierry Paulin. Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames. Paris, octobre 1984, 18e arrondissement. En un mois, 8 vieilles dames sont retrouvées mortes chez elles, étranglées, étouffées, torturées. Certaines forcées à avaler de la soude caustique. Appartements dévalisés, les bijoux, les économies, les objets de valeur, tout est parti. La terreur s'installe. Les femmes âgées n'osent plus ouvrir leurs portes. Le 18e est en état de siège. Novembre 87, une survivante donne son portrait. Grand, métis, 1m80, cheveux décolorés blonds avec une boucle d'oreille à gauche. Comment a-t-il été retrouvé ? Qu'est-ce qu'il a pris ? Et quel était son réel mode opératoire ? Donc, si vous voulez, on a dans ces années-là, pour la crime, il y a eu 2 tueurs. Il y a eu Guy Georges, SK1, mais c'est plus tard. Et on a eu dans les années 1980 le tueur, ou les tueurs, parce qu'ils étaient 2, avec Thierry Paulin. Il y avait un autre, un complice. Ils allaient, et notamment dans le nord de Paris, ils suivaient des vieilles dames. Et au dernier moment, il est poussé à l'intérieur et il les massacrait. Et il leur volait tout ce qu'elles pouvaient avoir. À l'intérieur de leur propre de leur appartement, oui.
Et tous les deux étaient drogués, tous les deux avaient des besoins d'argent et faisaient, avec l'argent qu'ils arrivaient à voler, ils faisaient la fête. Figurez-vous que ces deux affaires-là, si à cette époque-là, la criminelle avait eu les moyens techniques dont elle a disposé par la suite, je pense notamment à l'ADN et aux fichiers, Et aux enfants. Thierry Paulin avait été arrêté dans le Val-de-Marne et à Toulouse sur des affaires de... Non, à Toulouse sur l'affaire de cambriolage. Il était fiché, il y avait ses paluches là-bas, mais rien n'était centralisé. Parce qu'à l'époque, au niveau de Paris, il y avait une centralisation pour Paris et la banlieue, et puis pour le reste de la France, c'était par région. Donc si vous aviez une trace de doigt, il fallait qu'elle fasse tout le tour de la France. C'est ce qui s'est passé, et alors qu'on avait une empreinte, on n'a jamais su. Alors que si on avait eu un fichier automatisé des empreintes digitales dans ces années 1980, au milieu des années 1980, Vous aurez pu trouver Paulin aurait été arrêté, et peut-être avant de commettre d'autres crimes. Et le Fayed aussi. Et alors, pareil pour Guy Georges, celui dont on parlait, qui était un tueur de femmes, hein, principalement. Et lui, c'est pareil, il les attaquait. Et on avait de l'ADN. Mais il fallait une comparaison. Et à On ne savait l'époque, pas en fait à qui il n'y ça avait appartenait. pas de quoi. fichier. Ça, ok. Il n'y avait pas de fichier. Pour que les gens juste comprennent bien, donc en gros, vous aviez les empreintes, mais vous ne savez pas à qui elles appartenaient directement. Voilà, quoi. exactement. C'est ça. Thierry Paulin est décédé en prison du sida. Ouais. Donc, il avait une vie assez dissolue, à tout point de vue. Il avait même fait boire du liquide vaisselle, c'est l'horreur. Ouais. Parce que c'était à la fois des crimes et de la torture en même temps. Et c'était Et il se absolument produisait dans un cabaret parisien. Hein. Comment il a été retrouvé finalement? Comment vous avez fait le lien en fait avec les... Alors, son physique, il avait un physique très très particulier, une tignasse, un look, et donc le portrait robot. Ils font un portrait robot, donc la crime fait faire un portrait robot. Donc portrait robot, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'utilisation des éléments mémoriels du témoin. Donc on essaye de lui faire non seulement donner les formes, mais aussi la sensation qu'on a en le regardant. Et ils arrivent à faire un portrait robot qui fonctionne. C'est à partir de témoins ou c'est à Oui, partir avec de- des témoignages, oui, des gens qui l'avaient vu sortir. Et une victime Si qui tu avait... me permets, à l'époque, j'étais chef d'état-major. Et le patron de l'identité judiciaire m'appelle et me dit on a un portrait robot qui est pas mal. Alors, je vais voir notre directeur, Sally, et je lui dis on va faire une diffusion. Il me dit une diffusion classique. Et oui, c'est-à-dire que ça part, mais ça va arriver demain, après-demain, dans les fichiers, etc. Il me dit tu devrais te débrouiller pour faire porter le portrait robot dans tous les commissariats de Paris. Parce qu'on a fait une diffusion. Dans la soirée, tous les chefs de service de la PJ parisienne avaient le portrait robot sur leur bureau. Et heureusement, parce que le lendemain matin, un collègue qui s'appelle toujours Jacob, le portrait robot sort de son commissariat, et à 100 mètres du commissariat, hasard, il tombe sur... Il dit, mais nom de Dieu, monsieur, s'il vous plaît, je suis en police, vous pouvez vos papiers. Oui, pourquoi pas. Vous pouvez m'accompagner jusqu'au commissariat? Et il avait arrêté l'autre. C'était lui. Par hasard, Alors, comme vous voyez à quoi ça tient, les affaires. Il serait parti, serait arrivé le soir et il n'avait pas de... Par hasard, ouais. Par hasard. Et donc Mathurin, qui commettait les crimes avec lui, pareil. Oui, oui. et Ouais. Ils ont été arrêtés tous les deux. Et Je ne sais pas si vous l'avez déjà abordé ou pas dans la vidéo, c'est la petite derrière, mais François Vérove, vous avez déjà abordé ça ou pas forcément encore? non, mais François Vérove, le grêlé. C'est une triste... Là, pareil, c'est un sale type qui a masqué pendant beaucoup d'années la réalité de sa personnalité. Il a été gendarme, il a été policier, Après, gendarme motard, ensuite policier. Il finira d'ailleurs sa carrière de policier dans le sud de la France et deviendra même élu municipal. Donc quelqu'un de, a priori,
bon père de famille, sans histoire, avec un passé professionnel respectable. Le grêlé François Verrovet. Paris, années 1980 à 1990. Une fillette de 11 ans étranglée dans un sous-sol. Une autre, 8 ans, kidnappée. Enfermée des heures dans une ferme abandonnée. Des meurtres terribles et pas seulement. Pendant 35 ans, la police cherche un homme au visage complètement grêlé, avec des cicatrices d'acné. Portrait robot, ADN, groupe sanguin, mais rien. Il ne trouve rien. Le tueur a des connaissances troublantes. Il montre une carte de police. Il donne une fausse adresse qui correspond à un ancien local de la préfecture. Il connaît bien le jargon policier. En 2021, la juge d'instruction a une intuition. Et si le tueur était un gendarme? Elle convoque 750 anciens gendarmes pour des prélèvements d'ADN. Alors, comment ont-ils identifié qui c'était réellement? Et était-il parmi les 750 gendarmes qui ont été convoqués? Et derrière se cachait un monstre. Un type qui... dès les années 80, commence à tuer des petites gamines dans les sous-sols d'immeubles, Lévy, bien sûr, et disparaît. Il tue un couple aussi, alors parce qu'il y a une histoire qui tourne mal, et disparaît, et enlève aussi une jeune gamine en banlieue parisienne qu'elle fait du vélo. Il lui dit monte. Elle monte dans la voiture. Là, il lui dit mais n'aie pas peur, je suis des forces de l'ordre, tu ne risques rien tout. Il est vraiment des forces de l'ordre à ce moment-là, pas du tout. Non, mais pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il le faisait c'était un enlèvement, quoi, déguisé. Il l'emmène dans une ferme, dans un endroit complètement à l'écart de tout. Là, il la vit. Mais il la tue pas. Et donc, elle est en mesure de faire, elle aussi, un portrait robot. L'ADN aussi des différentes affaires est relié. Elles sont reliées, ces affaires. On sait qu'il est l'auteur de plusieurs meurtres avec viol. Et de cet enlèvement avec viol. Et du meurtre du couple dont je vous ai parlé. Le problème, c'est que il y a un fichier des empreintes génétiques, on le met dedans, il ne sort pas. Ça sort pas. Alors, à l'époque, le fichier des empreintes génétiques comportait très très peu de personnes. Petit à petit, chaque année, ça grossissait. Quand vous dites ça sort pas, ça veut dire que vous le trouvez pas ou... Non, ça matche pas. Ça veut dire que vous posez la question, vous donnez votre profil de comparaison, puis la machine vous dit j'ai personne qui matche avec ça. D'accord ? Pendant des années, la brigade criminelle travaille sur cette affaire, des années. On a un collègue qui vient de mourir il y a 15 jours, Pascalini. Bernard Pascalini. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a eu cette affaire en tête. Il a quitté la criminelle, après il a été dans d'autres services, mais c'est une affaire qu'il a poursuivi tout ça. Et là, vraiment, c'est quelque chose... Après, c'était un flic comme ça. Et donc, cette affaire est toujours non élucidée après plus de 20 ans. D'accord ? Et il y a une magistrate qui travaille là-dessus, une nouvelle juge d'instruction, donc chapeau, hein, elle travaille là-dessus, puis elle dit, quand même, c'est bizarre, il dit à l'une des jeunes filles, il dit, je fais partie des forces de l'ordre, et puis la ferme isolée où il l'a emmenée, elle est juste à côté d'un centre d'une école de gendarmerie. C'est quand même bizarre. Alors ce qu'on va faire, ce que vous allez faire, messieurs les policiers, vous allez relever les empreintes génétiques de tous les gens de la gendarmerie qui, à l'époque, travaillaient sur Paris. Donc il fallait les retrouver. Il fallait les retrouver parce que plus de 30 ans étaient passés. Donc et donc il y a une liste. Et on envoie cette liste dans les différentes régions de France où sont installés un certain nombre d'entre eux qui sont retraités. Hein. Et il y en a un qui arrive dans le sud de la France et la jeune femme là-bas, policière, contacte un ancien gendarme, François Véroff, qui était devenu, comme on l'a dit, policier par la suite, et lui dit « Ah, ce serait bien que vous passiez pour qu'on vous prenne votre empreinte génétique. »« Oui, quand ?»« Oh bah écoutez, on est en début septembre, mais à la fin du mois. »« Bon, d'accord. Bon, je serai là, je viens. » Ben là, c'était lui, le tueur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a 3 choix. Premier choix, il vient,
il est découvert et il est envoyé en prison. Et alors, il devient l'être le plus abject qui soit pour toute la France. Deuxième solution, il s'enfuit. Mais avec quoi? Enfin, je veux dire, un retraité sans fortune et tout, il tient pas une semaine. Hein. Vous savez, la clandestinité, ça coûte très cher, hein, très cher. Et troisièmement, le suicide. Donc, il va dans un appartement loin de sa famille. Et là, il écrit une lettre à sa femme où il lui dit « Dans les années 80, j'ai commis des choses absolument horribles. Voilà, je ne peux... Bon, il faut que ça cesse avec moi là. » Et il se... Donc, il prend des médicaments, l'alcool. Et lors de la découverte du corps, on prélève son ADN, on le compare. Et c'était bien le grêlé, parce qu'on lui avait donné ce surnom de grêlé, parce qu'il avait la peau du visage un petit peu abîmée. Et donc le surnom, et notamment le portrait robot qu'on a placé dans le livre où on le voit, c'est celui d'un homme avec le visage un petit peu grêlé. Il n'y avait pas une histoire de traces de pneus aussi, ou je confonds avec une autre affaire qu'il y a dans le livre? Non, il y a eu plein d'éléments dans cette affaire, et notamment, par exemple, là où ils se sont interrogés quand ils tuent le couple dans voilà, là ils se sont interrogés parce que la malchance, c'est que elle avait un carnet d'adresses qui avait disparu là, et il était sans doute dedans. Ouais. Ah oui, bah oui. Et donc, si vous voulez, il y a des éléments. Et en s'agissant des traces de pneus, c'est sans doute quand il a effectivement kidnappé la jeune fille en grande banlieue. Et vous savez, en police judiciaire, on essaie. C'est Claude, c'est lui un de ceux qui m'ont appris le boulot. Hein, mais l'idée, c'est de fermer toutes les portes. Dès que vous avez des traces, des indices qui peuvent vous permettre d'aller quelque part, il faut que vous alliez jusqu'au bout. D'accord? Des fois, ça ne donne rien. Ou des fois, ça... Et des fois, parce que, vous savez, il y a eu un dieu dans notre boulot qui est très important, c'est le dieu de la chance. C'est vous saviez le nombre d'affaires qu'on sort avec la chance, et d'autres fois, vous pensez que ça va être facile, et la malchance se joue de vous, et ça ne marche pas. Il y a aussi une règle d'or, c'est que avant d'être policier, on est des hommes. On ne peut pas s'empêcher sur une scène de crime d'échafauder des hypothèses. Il faut surtout les chasser de son esprit et tirer la ficelle. Et combien de collègues se sont plantés en disant privilégiant l'hypothèse. On bâtit à partir de l'hypothèse. Il faut d'abord regarder ce qu'il y a concrètement. Faut faire les... Voilà. Et jamais de préjugés, Non. jamais de... non, ça vous conduit vers des fausses pistes. Très bien. Eh bien, merci infiniment, Charles et Claude. Vous avez récemment écrit un livre, pour ceux qui n'auraient juste pas forcément suivi au début, donc Histoire du 36 quai des Orfèvres, illustré. C'est quoi, globalement? Vous revenez sur les affaires, vous venez sur l'histoire du quai. On raconte l'histoire du 36 quai des Orfèvres, donc le haut lieu de la police judiciaire parisienne, depuis ses débuts, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et on arrive jusqu'au Bastion. Et jusqu'au Bastion, hein, donc le 36 Bastion, où est installée maintenant la police judiciaire. Et là, on parle notamment de la lutte contre la cybercriminalité. Parce que de nos jours, vous savez, dans le temps, les voyous, ils vous attaquaient sur les chemins. Les monnaies sonnantes et trébuchantes. Ils vous attaquaient sur les chemins dans la forêt, sur les grandes routes. Et maintenant, ils vous attaquent sur le net. Et avec un clic, ils vous vident votre compte en banque. Et donc, on a rencontré les spécialistes de cette brigade de lutte contre la cybercriminalité. Et ils ont été passionnants, et donc on raconte leur travail. Vous parlez aussi d'affaires qui datent de ces 5 dernières années, un peu de moins. Oui, c'est ça, et notamment le grêlé, l'enquête sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Oui, c'est un criminel qui enquête. On revient sur tout cela, et en essayant... Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de faire comprendre au lecteur les difficultés de notre travail, toutes les exigences qu'il a et la façon dont les enquêtes sont menées. Donc voilà, c'est pas du tout un hymne à la police judiciaire, mais c'est comme ça que nous l'avons vécu et c'est comme ça qu'on voudrait le faire partager. Très bien.
Très bonne conclusion, monsieur. Exceptionnel. Écoutez, merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir participé à StoryCube. Je vous rappelle que si vous aussi voulez participer à un prochain épisode, je vous rappelle qu'en StoryCube, on fait venir beaucoup de témoignages également. Vous avez un mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez envoyer un récap de ce que vous avez vécu. On se fera un plaisir de vous faire passer dans l'émission. Sur ce, c'était Noah. Passez une très bonne soirée. Merci encore. Bye.